3 habitants, ça veut dire une petite équipe de porteurs qui se montent pour monter la petite cantine. C'est pas eux qui vont tout faire. 2-3, c'est beaucoup trop peu pour tout faire. En revanche, c'est eux qui vont être suffisamment généralistes pour pouvoir piloter les différentes facettes du montage d'une petite cantine et un peu porter la charge mentale jusqu'à la création de la petite cantine. On a donc une session concrètement, ça veut dire qu'on a des sessions Samijotte. Là, c'est un peu spécial Festival de l'apprendre en résumé en 2 heures, mais normalement, c'est 2 demi-journées en visio ou 2 journées en présentiel où on vous fait aussi venir en petite cantine où vous pouvez vivre la chose. En ce moment, c'est plus compliqué. Mais donc, vous participez à une session Samijotte où on va vraiment affiner, ça veut dire quoi être porteur de projet, c'est quoi les freins dans votre tête aujourd'hui, comment on peut essayer de les lever ensemble et surtout vous aider à mûrir votre projet. Tiens, finalement, en y réfléchissant, j'ai pas tant envie d'être porteur que d'être maître de maison. C'est pas un souci. Au moins, cette session, elle vous aura permis de faire ce chemin-là. Ou finalement, tiens, il y a un point, la contribution libre. Non, moi, je le sens vraiment pas. Bah, en fait, je vais monter une cantine participative qui sera pas une petite cantine. C'est aussi très bien, il n'y a aucun souci. Donc, il y a ces sessions, ça mijote. Ensuite, vous soumettez une fiche projet au réseau. Ça veut dire que vous nous dites, on a envie de monter une petite cantine, voilà notre équipe et voilà le territoire dans lequel on a envie d'y aller. On en parle ensemble, on en parle aussi avec un ancien porteur de projet. Et si on se dit qu'on est aligné, qu'on a les mêmes envies, qu'on sent que c'est un territoire qui est propice, qu'on a une équipe qui est suffisamment solide et qui est prête, notamment en termes de dispo, ça a été évoqué par plusieurs et c'est important, il faut de la dispo quand même. On va vous accompagner jusqu'à 6 mois après l'ouverture de la petite cantine. Ça veut dire qu'on va vous avoir tous les 15 jours au téléphone, savoir comment ça va, savoir s'il y a des choses des freins qui sont à lever avec vous. Vous êtes en train de négocier le bail, c'est un document un peu dense. On va vous accompagner là-dessus. On va vous accompagner une fois que la petite cantine est presque en train d'ouvrir. Bah, tiens, comment on recrute le maître de maison, c'est quoi les logiciels comptables à mettre en place. Avant ça, comment est-ce qu'on mobilise nos habitants, sachant qu'en ce moment, c'est un peu contraint les rencontres, ou comment est-ce qu'on va chercher les financements qui sont nécessaires à l'investissement. Donc nous, on vous accompagne jusqu'aux 6 mois après l'ouverture. Voilà déjà premier niveau de réponse. Comme ça va peut-être vous donner envie d'en avoir d'autres. Et puis j'ai noté d'autres questions. Je continue un petit peu avec qui est-ce qu'on n'a pas entendu? Solène, dis-nous, quelle est ta météo et d'où viens-tu? Bonjour, donc moi c'est Solène, je viens également de Villefranche-sur-Saône dans le Rhône. Donc j'ai vu qu'il y avait Karine aussi de Villefranche. Ma météo, elle est pour essayer de sortir de la brume. Je suis en grand questionnement pour une éventuelle reconversion, bien qu'étant en poste aujourd'hui. Donc voilà, j'essaye de m'informer sur beaucoup de choses, y compris ce concept des petites cantines qui m'intéresse beaucoup pour éventuellement réfléchir même à monter un projet. Alors, mais ça m'amène une question quand même. J'avais pas compris, je pensais que les porteurs de projets pouvaient être maîtres de maison, mais c'est pas forcément le cas, si je comprends bien. Ouais, et ben, je peux te répondre tout de suite. En fait, ça peut, mais ce que nous a appris l'expérience, c'est qu'il est hyper important d'avoir un processus de recrutement ouvert pour le maître ou la maîtresse de maison. Tout simplement parce que souvent, ce n'est pas les mêmes profils. Le porteur de projet qui a plus un profil entrepreneurial, qui aime développer, qui est à l'aise pour aller parler avec les habitants, pour aller parler avec la fondation X ou Y. Et la maîtresse de maison qui, avant tout, a quand même un sens de l'organisation assez fort parce qu'elle va être là pour accueillir les convives, pour superviser la cuisine, pour vérifier que tout aille bien niveau hygiène. Et ça demande bien sûr de l'empathie, mais avant tout un sens de l'organisation très fort. Du coup, on se rend compte que ce n'est pas toujours les mêmes profils. Dans le passé, on a eu des porteurs de projet, enfin des membres de l'équipe projet qui s'est dit, en fait, moi j'ai envie d'y aller, bien sûr, vas-y, tu as monté le projet depuis le départ, tu sais ce que c'est. En fait, la personne n'est pas forcément bien dans son poste. Ça crée du mal-être des deux côtés parce qu'on se rend compte que c'est pas exactement le bon profil. Donc aujourd'hui, on se dit c'est ouvert à tous. Par contre, on va bien mettre en place un processus de recrutement dans lequel on va reposer quelles sont les compétences qui sont nécessaires, les profils. Et donc on a eu le cas à Annecy, suite à un processus de recrutement ouvert. C'est quelqu'un qui était déjà un peu présent dans le projet, qui est devenu maîtresse de maison, mais parce qu'on s'est dit oui, tu as bien les compétences pour. Et en plus, c'est nickel, tu connais bien le projet. D'accord. Donc c'est pas automatique, c'est pas impossible non plus du tout. Ok.
Je crois qu'il nous reste encore Fabienne et Priscilla. Et ensuite, ouais, super, vous avez des questions. Excusez-moi, Oui. je peux interrompre? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on parle depuis quelque temps de maître de... Ouais, qu'est-ce que c'est? Et donc, c'est quoi maître de maison, maîtresse de maison? Ouais, bah, tu fais très bien de poser la question. Un maître de maison, une maîtresse de maison au féminin, c'est la personne qui va accueillir les convives dans la petite cantine. C'est la personne salariée, il y en a une à deux par petite cantine, qui va être là pour accueillir les gens, qui va superviser la cuisine participative. Donc, elle va s'occuper de toute la partie élaboration des menus, approvisionnement, et jour J, accueil des convives, supervision de la cantine, accueil des gens qui viennent juste déjeuner. C'est elle qui va vérifier aussi que tout se passe bien niveau hygiène. Et c'est elle qui va être vraiment dans le rôle aussi d'animation de la petite cantine. Au-delà des temps de cuisine participative et de repas partagés, une petite cantine, c'est aussi un lieu où on a des ateliers régulièrement, on va accueillir des associations tiers, on va pouvoir parler du bien manger pour les tout petits, de l'apport de protéines végétales, des questions de liens intergénérationnels. On peut avoir plein voilà, toute une vie autour de la petite cantine et c'est la maîtresse de maison qui va être le lien entre tout ça. Est-ce que c'est plus clair? Ouais, super. Alors, Fabienne de Marseille, dis-nous, quelle est ta météo et tes attentes? Oui, bonjour tout le monde. Ma météo est plutôt ensoleillée. Et mes attentes, en fait, moi, j'ai découvert les petites cantines sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps. Donc aujourd'hui, je venais surtout pour un peu découvrir le projet, tout ça. La semaine dernière, j'ai fait une autre table ronde avec quelqu'un des petites cantines. J'ai oublié son prénom, je suis désolée, mais je crois que c'était Benjamin ou Benoît. Bertrand. Ah non, Bertrand, voilà, Ouais, exactement. Bertrand. Désolée, je sais que ça commençait par un B. C'était une conférence sur l'alimentation durable et donc il a parlé de la partie plus montage de projet avec vous aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis là, pour découvrir et un petit peu connaître mieux les petites cantines. Super, merci Fabienne. Alors je vois en même temps les questions sur le chat. J'essaye d'y répondre, n'hésitez pas à prendre la parole s'il y en a que je loupe en cours de route. Le maître de maison, est-ce qu'il est à temps plein? Habituellement, oui. On aime bien les temps pleins. C'est plutôt qu'il y en a un ou deux par petite cantine en fonction du nombre de services, de créneaux et donc de services. À Lille, par exemple, ça fonctionne bien le midi, ça fonctionne pas très bien le soir parce qu'il y a moins de vie de quartier. Donc il y a une maîtresse de maison. À Lyon, il y en a il y en a plutôt deux par petite cantine. Pour Lionel, oui, il y a une dimension un peu animateur d'un maître de maison. La différence, c'est qu'il va aussi avoir à gérer toute la partie quand même approvisionnement et supervision d'une cuisine de repas. Donc dans les profils d'ailleurs, on en a plusieurs qui viennent plutôt du milieu de la restauration. Et dans un sens, on aime bien parce que souvent, il y a tout déjà un pan de l'activité qu'ils maîtrisent, qui du coup pour eux qui leur prend pas trop de charge mentale. Et puis on en a qui viennent pas du tout de la restauration, qui viennent d'autres milieux et qui sont bien aussi. Alors je crois qu'il nous aurait juste Priscilla à accueillir. Est-ce que tu peux... Bonjour. Bonjour Priscilla. Alors donc moi je suis à Pont-l'Abbé, donc c'est dans le sud du Finistère à côté de Quimper, mais je viens juste d'emménager, je viens de Lyon. Donc je connais très bien les petites cantines, j'étais adhérente d'ailleurs, donc j'allais souvent à celle de Vèze. Et donc là, je suis en pleine recherche d'emploi, donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment pour porter un projet ou pour me lancer? Donc à la base, j'ai un CAP de cuisine traditionnelle et j'ai fait de l'accompagnement professionnel jusqu'à maintenant. Donc du coup, je me suis dit, les petites cantines seraient peut-être un moyen de mixer tout ça et en espérant trouver d'autres porteurs de projets dans le coin, parce que toute seule, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc je suis surtout là pour chercher un petit peu des réponses à mes petites questions. Voilà. Super, merci beaucoup Priscilla. Ah bah, génial, en plus tu connais bien du coup Vest, tu connais un petit peu, oui. Parfait. Ce qui est important du coup à avoir en tête, c'est que de monter une petite cantine, c'est donc voilà, des habitants, c'est en effet pas une personne toute seule. En tout cas, non, on ne va pas accompagner un porteur tout seul, on va accompagner deux, trois habitants. Parce qu'on est sur des projets qui sont collectifs, ça a du sens. C'est pas la cantine de Bénédicte ou c'est pas la petite cantine de Pierre, c'est la petite cantine d'un collectif d'habitants. Et puis, parce que c'est aussi beaucoup d'entraide de pouvoir être 2-3, ça veut dire que vous pouvez compléter un peu vos
vos compétences, vos appétences et vous serrez les coudes aussi quand ça peut être par moments un peu difficile. Donc, je vois Christina qui demande est-ce que les porteurs de projet doivent être compétents dans la restauration? Non, c'est pas du tout, on ne demande pas. On va plutôt chercher des profils qui aiment développer, entrepreneuriaux, et un peu généralistes, qui sont suffisamment polyvalents. On va pas chercher de compétences spécifiques. Nous, on vous accompagnera sur la partie ouvrir une activité de restauration, c'est respecter un certain nombre d'autorisations, etc. Ça, on va vous accompagner là-dessus parce qu'on a le retour des autres. Donc, en fait, une fois qu'on l'a fait une fois, on sait quelle est la norme, etc., qu'il faut faire au bon moment. On ne va pas le demander. Mais excusez-moi, il faut tout de suite recruter des gens qui connaissent bien la restauration quand même, très rapidement. En fait, c'est au moment où on va chercher la maîtresse de maison qu'on va chercher quelqu'un qui sera à l'aise dans une activité qui est quand même de la restauration, avec une mission qui est très différente d'un restaurant classique. On va être avant tout là pour accueillir les gens et pour permettre de tisser des relations de qualité. Donc, dans les porteurs de projet, on ne cherche pas on n'a pas besoin de compétences spécifiques en restauration. Parce que notre métier avant tout, c'est de tisser des relations de qualité. C'est de faire en sorte que les gens se sentent reliés les uns aux autres. Nous, on est persuadés qu'être en relation, c'est un besoin primaire comme manger et dormir. Et le contexte actuel nous le renforce. Disons, on voit qu'on est bien tous reliés les uns aux autres et qu'on a besoin de ces relations-là. Donc, on va chercher voilà, on accueille des profils qui sont polyvalents, pas forcément qui connaissent la restauration. Est-ce qu'on recrute? En fait, chaque petite cantine, et ça va me permettre de pouvoir un petit peu répondre à des questions qui ont été partagées, chaque petite cantine est donc impulsée par 2-3 habitants qui vont créer une association, les petites cantines Bru, les petites cantines Villefranche, et c'est cette association qui va porter la petite cantine. Donc, c'est l'association qui va ensuite recruter le maître de maison, la maîtresse de maison. Et nous, au niveau du réseau, on a un avis consultatif. Parce qu'on a vu dans le passé un élément clé d'avoir une maîtresse de maison qui se sente bien dans son poste, qui ait le bon profil. Donc, nous, on va vous accompagner dans la phase de recrutement. On va vous partager quelles sont les fiches de poste qui fonctionnent bien et on aura un avis consultatif. Ensuite, il y avait pas mal de questions sur est-ce que je peux monter ma cantine dans mon quartier, dans quel quartier on peut monter une petite cantine. Là-dessus, aujourd'hui, on sait où une petite cantine fonctionne, parce que c'est là où on en a et c'est là où on a le retour. On sait qu'une petite cantine, ça fonctionne dans un quartier qui est dense, où il y a une certaine densité de population, parce que du coup, ça veut dire qu'on a facilement une belle fréquentation, donc on voit des gens, on a de l'impact, et la fréquentation permet aussi d'avoir suffisamment de contributions libres et donc d'avoir un équilibre économique. On dit toujours qu'on marche sur 2 pieds, on cherche un impact social fort et on cherche à être à l'équilibre économiquement. On est non lucratif, on veut juste être à l'équilibre. Donc un quartier qui est dense, qui a une certaine mixité, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans des territoires comme Lyon, Lille, Strasbourg, Annecy, des territoires qui sont relativement denses, et dans un quartier à mixité d'usage, ça veut dire que c'est des quartiers où il y a des gens qui habitent, des gens qui travaillent, donc des bureaux, des usines, des gens qui passent, des lieux de passage à côté de la place du marché, comme à Croix, à côté de Lille, à proximité des transports en commun, des gens qui se retrouvent parce qu'il y a des assos dans le coin. Donc, on va vraiment chercher des lieux où il y a plusieurs usages, où il y a plusieurs fonctions. Les gens font différentes choses dans ce quartier-là. C'est ce qui va nous permettre en cantine d'avoir une mixité de population, d'avoir des vieux, des jeunes, des personnes soi-disant très bien intégrées, mais qui ressentent à un moment des situations d'isolement. Donc, on peut avoir le cadre dynamique a priori très bien intégré, la personne réfugiée, la personne au RSA. C'est comme ça qu'on va avoir une mixité. On y tient beaucoup à cette mixité au sein de la petite cantine. C'est ce qui permet à tout le monde de se sentir bien, de pousser la porte et de ne pas avoir 15 personnes en chaise roulante, 15 personnes à casquette, 15 personnes, qu'importe. C'est cette mixité qui va permettre aux gens de rentrer facilement en relation avec les autres parce qu'on ne sent pas l'intrus. On sent à l'aise de rentrer et parce qu'on est vraiment là dans un objectif de tisser des relations de qualité avec d'autres. En fait, un Français sur 4 a un sentiment d'isolement à un moment, un Français sur 7 a besoin, exprime à un moment de sa vie un vrai sentiment de détresse, d'isolement. Donc, on sait que ça concerne tout le monde. On n'est pas seulement sur des publics défavorisés économiquement, en précarité ou dits fragiles.
on touche tout le monde. Donc ça, c'est aujourd'hui où on sait que ça fonctionne, pour répondre à Lionel. On a testé dans le passé, on a été en quartier politique de la ville. Alors en plus, on était dans un centre social, donc on s'est dit, bon, il y a une barrière symbolique qui est un peu forte. On sait que passer la porte d'un centre social, il y a déjà une paire de personnes qui va se dire, moi, j'en ai pas besoin. Donc là, on sait qu'on fera autrement si on le refera autrement. Mais on était quand même dans un quartier où on avait moins de mixité qu'habituellement. On s'est dit, la prochaine fois, on ne s'interdit pas d'aller à nouveau en quartier politique de la ville. En revanche, il y aura un besoin d'animation, d'aller chercher les gens encore plus fort qu'habituellement. De toute manière, quand on monte une petite cantine, on a un besoin d'aller chercher des personnes qui ne viendraient pas spontanément, des personnes isolées. Donc, de travailler avec les assos du coin, avec les structures d'aide à domicile du coin pour qu'ils accompagnent une fois la personne, 2 fois. Et puis après, elle revient toute seule. Et puis la fois d'après, elle revient même avec son voisin. Donc, de toute façon, on va aller chercher les gens, mais il y a des, voilà, on va chercher une mixité. Et aujourd'hui, on teste, on est en train de voir si on peut aller dans des territoires qui sont toujours avec une mixité d'usage, mais qui sont moins denses, en se disant, bah tiens, on va peut-être du coup aller chercher des gens plus loin, on va peut-être aller faire moins de services dans la semaine, mais si on a toujours un impact qui nous semble suffisant et puis un équilibre économique, ça vaut le coup. Donc on le teste aujourd'hui à Privas, en Ardèche. Donc on est sur un territoire qui est moins dense, moins grand, c'est une ville cœur qui a un peu moins de 10 000 habitants. On est en train de, là, on démarre tout juste, on va tester avec eux en les accompagnement si ça peut fonctionner, comment on peut adapter le projet. On a 2 personnes de Villefranche-sur-Saône et j'ai envie de dire ça tombe très très bien. On est aussi en train de voir comment on peut faciliter le montage de projets d'habitants qui souvent, il y a un truc qui peut rendre le projet très court ou plus long, c'est de trouver le local approprié, de trouver le bon local dans le quartier qu'on a repéré, qui est adapté pour une session de cuisine participative, qui est abordable. Pour ça, moi je veux voir aussi d'autres acteurs pour voir si on peut dégoter des locaux et ensuite voir si des habitants ont envie de monter une petite cantine. Et à Villefranche, on travaille avec la SNCF et je vais visiter lundi un local dans la gare de Villefranche-sur-Saône pour potentiellement demain avoir une petite cantine. Donc avoir déjà un local et là de voir si des habitants ont envie d'y aller. Donc Karine et Solène, si vous confirmez votre envie, en tout cas, il y a potentiellement un bon terreau favorable à Villefranche-sur-Saône. Sophie demande est-ce qu'il y a une densité minimale. Alors, il n'y a pas de chiffre clé. En fait, on regarde beaucoup dans le périmètre des 7-10 minutes à pied, combien il y a de population. On est plutôt sur des villes de plus de 20 000 habitants. Et ensuite, on va regarder un peu autour des 7-10 minutes à pied, comment ça se passe. Quelles sont... Alors, donc, je vois des nouvelles réponses qui arrivent, c'est super. Alors, je vois quelles sont les spécificités pour un local et puis je vais en profiter pour aussi réagir sur comment est-ce qu'on peut hybrider. Plusieurs ont dit, moi, j'ai peut-être envie de monter une petite cantine, j'ai aussi une envie d'autre chose. Enfin, alors, les spécificités incontournables pour un local. Pour avoir une cuisine, donc une petite cantine, c'est une cuisine ouverte dans laquelle on va avoir un four, un frigo, 3 éviers pour faire la vaisselle, parce qu'on s'est rendu compte que faire la vaisselle ensemble, c'est un super moment d'échange, de discussion. Et puis, des grandes tables en bois, des chaises dépareillées, des assiettes qui sont aussi dépareillées dans les placards. Donc ça nous demande d'avoir un local qui est au moins de 90 mètres carrés pour pouvoir avoir la cuisine qui est ouverte, suffisamment d'espace pour que les 6-8 personnes qui vont cuisiner ensemble soit pas trop à l'étroit, et puis ensuite pour avoir 25-30 personnes qui peuvent manger le midi ou le soir. 90 mètres carrés minimum, une gaine d'extraction pour les questions d'hygiène, et au rez-de-chaussée, accessible sur la rue, accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est ça les trucs un peu de base. Comment ça marche si j'ai envie d'hybrider, si j'ai envie de faire une petite cantine, mais j'ai aussi un projet culturel, comment ça se passe? Aujourd'hui, il faut se dire qu'une petite cantine, notre mission, c'est de tisser des relations de qualité avec le prétexte de l'alimentation, parce que l'alimentation, tout le monde en a besoin, et puis c'est un moment assez fort où finalement on va être sur un acte assez universel et puis aussi intime, on ingère quand même des choses dans notre corps. C'est aussi parce qu'on est sur tisser des relations de qualité, un lieu où on va faire vivre avec des ateliers, comme je le disais, ça peut être des ateliers autour de l'alimentation ou autre, le soir, en faisant venir des associations, en laissant la petite cantine à disposition quand la cantine est fermée.
Donc, il y a déjà beaucoup de possibilités au sein d'une petite cantine pour faire vivre la petite cantine en fonction de la dynamique locale ou des envies. Donc, j'entendais à Bastille, voilà, il y a une forte dynamique culturelle dans le coin, et bien super, demain, la petite cantine de Bastille, elle peut de temps en temps voir des artistes locaux afficher leurs tableaux ou avoir des séances de vernissage quand la petite cantine est fermée ou avoir des temps de cuisine autour de la médiation culturelle et culinaire. On peut imaginer plein de choses. Ensuite, on peut aussi bien sûr imaginer de partager des locaux. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On peut tout à fait l'imaginer. Alors, on le fait si, je dis des bêtises, à Strasbourg, c'est un grand local qui du coup il y a une partie qui est sous-louée à d'autres associations et surtout il y a une salle de réunion qui va être mutualisée avec l'association d'à côté, donc on peut imaginer des choses comme ça. Et surtout, on est très friands, nous, de partenariats avec les associations du coin. Par exemple, le théâtre qui va en profiter pour faire un goûter un goûter à l'occasion de Noël et d'un spectacle particulier. Et puis nous, on va partager aussi la programmation du théâtre. Ça va permettre aux gens de se connaître, aux gens qui vont au théâtre de se connaître davantage en venant aux petites cantines, aux personnes des petites cantines de se sentir liées parce qu'il y a un point commun qui est développé. Donc on est très friands de ces partenariats-là. C'est vraiment de faire vivre le quartier. Ensuite, il y avait plusieurs questions. Alors, je vois, est-ce qu'il y a un agrément sanitaire à avoir? Christina, tu nous demandes il y a un certain nombre de normes, de toute façon, hygiène qui sont à respecter parce qu'on a une activité de restauration. Et pour le salarié, il y a une formation hygiène qui est également obligatoire en amont, qui n'est pas délivrée par les petites cantines. Il y a une formation hygiène qui est nécessaire. Et puis ensuite, nous, au sein des petites cantines, on forme les maîtres de maison parce que c'est un métier assez particulier. Il y a plein de questions qui fusent dans le chat, super. N'hésitez pas aussi à parler à voix haute, il n'y a pas de souci. Je vois, est-ce qu'il faut une licence? Est-ce que... Ok. Aujourd'hui, on n'a pas de licence. Les petites cantines, c'est une marque partagée. Les petites cantines, c'est une communauté apprenante pour ceux qui étaient là ce matin, du coup, c'est plus clair. En gros, chaque cantine est portée par une association locale. Et puis, sauf à Lyon, c'est en cours. Et puis, on a une association qui s'appelle les Petites Cantines Réseau, dans laquelle je suis salariée, qui a pour mission de faire vivre le réseau, de faire vivre les retours d'expérience entre les différents membres du réseau, de le développer, donc d'accompagner des nouveaux porteurs de projets pour que demain, nous, notre rêve, c'est que dans chaque quartier, on puisse avoir une petite cantine. Et ces différentes associations, ces différentes petites cantines, elles sont liées seulement par une charte d'ADN, par un fonctionnement, par des valeurs et des principes de fonctionnement qu'elles partagent. Donc on est une communauté apprenante. Partager cet ADN, ça nous permet de partager une marque partagée qui s'appelle les petites cantines. On n'est pas sur un système de licence ou de franchise, mais vraiment voilà, un système de communauté apprenante dans laquelle on rentre si on partage l'ADN. Pour nous, c'est les 16 éléments clés. On a identifié 16 éléments clés d'une petite cantine. Si on ne les a pas, on est une cantine de quartier autre, on est une cantine participative, il n'y a pas de souci, on est autre chose. Mais c'est un peu notre tronc commun à nous. Et ensuite, on mise beaucoup dans ces associations locales sur la créativité de chacun, l'innovation, et c'est ça qui va faire la force et aussi la résilience du projet. On l'a vu pendant le premier confinement. Du coup, voilà, à Strasbourg, ils ont lancé les cantines du cœur, donc cuisine des invendus qui donnent à des personnes dans le besoin via des associations qui s'occupent de faire le relais, parce que c'est là où il y a eu un besoin très fort. À Lille, à Lyon, à Annecy, ils se sont dit, OK, on va cuisiner. Alors, certains des invendus, certains des aliments comme d'habitude, donc en session très réduite, et on va les vendre à prix libre. C'est des clics et rappliques. Donc il y a eu plein d'initiatives comme ça qui ont été faites, et c'est pour nous vraiment une illustration de la richesse de la communauté apprenante. On est là en soutien pour toutes les parties un peu métiers, techniques. On est là pour permettre de partager l'expérience, d'apprendre des autres, de se nourrir de l'expérience des autres. Et ensuite, chaque petite cantine est autonome et responsable de son activité. Quelle réglementation pour l'accueil des personnes bénévoles non formées en cuisine? On est une association. Chaque fois qu'une personne va venir cuisiner ou manger, on va lui demander d'être adhérente de l'association.
une adhésion à prix libre, ce qui nous couvre sur les questions d'assurance. Ensuite, en étant association, on peut tout à fait accueillir des personnes qui viennent cuisiner pour d'autres. On aime bien parler de convives au sens de conviver, qui veut dire en latin vivre ensemble, parce qu'on est vraiment dans une dynamique où les gens s'accueillent, vivent ensemble, on dépasse un peu la relation bénévole aidant-aidé. On dit que dans une petite cantine, tout le monde s'accueille les uns les autres. Il n'y a pas vraiment de personnes qui viennent aider des personnes dans le besoin et d'autres. On s'est rendu compte qu'on avait un peu 3 grands profils type à Lyon. On a fait une petite recherche-action là-dessus. On a vu qu'il y avait des personnes qui venaient parce qu'ils se sentaient isolés, ça leur faisait du bien de voir d'autres personnes. On a des personnes qui viennent parce qu'ils s'éclatent à cuisiner avec d'autres, parce qu'ils ont plein de nouvelles idées de recettes qu'ils peuvent refaire chez eux en moins de 2,50 €. Ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas besoin de viande à chaque repas. Puis on a ceux qui viennent parce qu'ils ont le sentiment qu'ils font une bonne action en venant, qu'ils discutent avec d'autres. Et ces personnes-là, on va aussi les sensibiliser sur le fait que s'ils viennent, c'est peut-être aussi parce que ça leur fait du bien et parce qu'ils en ont aussi besoin. Et qu'on n'est pas seulement dans une logique d'aider un tiers, mais qu'on se nourrit aussi de cette relation-là. Donc on dépasse cette notion de bénévole. Donc pour Anastasia, on a bien, donc chaque cantine a une structure juridique indépendante qui est une association. Ensuite, une fois que le projet est en place, est-ce que les porteurs de projet se retirent? Très bonne question. La réponse est non aujourd'hui, pour la plupart non. Souvent, ce qui se fait, c'est que les porteurs de projet deviennent administrateurs, présidents ou administrateurs de l'association. Donc, ils ont vraiment souvent encore un rôle très fort de copilotage de la petite cantine avec la maîtresse de maison. Ils vont être en soutien dans la phase d'ouverture. C'est une phase un peu en ébullition. Il y a plein de gens qui viennent. Il y a toujours des petits trucs à arranger. Donc, ils sont là en soutien. Et puis, au quotidien, ils vont copiloter, ils vont soutenir les salariés. Donc, on a un trésorier qui va accompagner la maîtresse de maison sur la maîtrise des comptes. On en a un qui va être plutôt sur les questions de partenariat, qui va accompagner la maîtresse de maison sur les relations à tisser avec les assos du coin, avec les entreprises, les acteurs du quartier. On a un administrateur qui va plus être en relais. Et ça, d'ailleurs, on aime beaucoup ce qui a été fait à Croix. On a même une team relais qui a été mise en place, dans laquelle on a et des administrateurs et des convives très engagés, qui, de temps en temps, à plusieurs, peuvent remplacer la maîtresse de maison. C'est comme ça que, notamment, qu'ils arrivent à avoir le brunch tous les dimanches, pour lequel Marion n'est pas sollicitée. Elle a son dimanche, et on a une team d'administrateurs convives qui remplacent à plusieurs la maîtresse de maison. Donc les administrateurs, au quotidien, sont assez présents, et c'est souvent en partie des anciens porteurs de projets qui sont là. Sophie, donc je réponds aux questions dans le chat, mais encore une fois, je veux bien aussi entendre vos voix, vos réactions si c'est pas clair ce que je raconte, s'il y a des trucs qui manquent encore, allez-y. Sophie me demande si on démarche une mairie, est-ce qu'on a un projet clé en main à leur fournir? Alors, aujourd'hui, si vous démarchez une mairie, vous pouvez faire part de votre envie de monter une cantine de quartier, une cantine participative. C'est une fois dans l'accompagnement, une fois que vous êtes dans l'accompagnement des petites cantines, qu'on va vous accompagner, alors pas en ayant un projet clé en main, mais en vous aidant à présenter le projet au sein de collectivités, de partenaires potentiels, sachant qu'il n'y a pas deux petites cantines qui sont pareilles parce que les territoires sont différents. Donc les porteurs de projets vont à chaque fois façonner un peu à leur manière la petite cantine du coin. Parce que, à Perrache, une petite cantine a été montée dans un hôtel. Parce qu'en fait, il y avait un partenariat qui s'est tissé avec le directeur de l'hôtel qui avait une salle complètement une salle de petit-déj qui était sous-valorisée. À Paris, ils sont en train de monter la petite cantine, beaucoup en lien avec Chef Damien, qui est notre parrain, qui est un chef cuistot, et puis avec Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Donc, chaque petite cantine a sa spécificité. Nous, on vous accompagne dans la manière de présenter le projet globalement aux partenaires, dans la manière de construire votre recherche de financement pour avoir une petite cantine qui puisse ouvrir. C'était une question qui a été posée, je crois, plus tôt. En gros, on a, et ensuite je vois Philippe qui lève la main, très bien. On a en gros le modèle économique d'une petite cantine. Il y a deux éléments distincts. Il y a d'abord l'investissement. L'investissement, c'est tout les moyens qui sont nécessaires pour ouvrir une petite cantine.
Ça, c'est des moyens qu'on va aller chercher chez des mécènes, qu'ils soient publics ou privés. Donc, on va aller chercher le montant nécessaire à l'ouverture d'une petite cantine, donc majoritairement aux travaux, à l'aménagement d'une petite cantine, au petit matelas de la trésorerie et à l'accompagnement. Nous, le réseau, on va être transparent sur le coût que ça nous revient de vous accompagner. Et ensuite, les porteurs de projets financent à prix libre l'accompagnement qu'on leur délivre. Donc, on a l'investissement d'une part, qui est financé par des mécènes. Et ensuite, on a le financement, qui là est autofinancé par la contribution libre des convives. Donc là-dessus, nous, on va vous accompagner en fonction des territoires à vérifier que votre modèle économique de fonctionnement est bon, que vous n'avez pas un loyer qui est complètement délirant, que vous avez une bonne maîtrise de vos coûts d'approvisionnement. Et dans des voilà, on va vous accompagner là-dessus. Du coup, j'avais une question sur en même temps, est-ce que les porteurs de projets sont rémunérés? Aujourd'hui, les porteurs de projets, ils ne sont pas rémunérés. On ne va pas offrir de rémunération d'emblée. En fait, tous n'en ont pas besoin. C'est très variable. On a des gens qui sont à temps partiel, on a des gens qui sont retraités, on a des gens qui sont mères au foyer, qui n'en ont pas forcément besoin. Certains en ont besoin. Dans ce cas-là, on ne peut pas s'engager à vous rémunérer. En revanche, on va partager ce qui a été fait par d'autres et on va vous accompagner dans la recherche de financement. On a France Active qui peut financer des porteurs de projets. On a des collectivités des fois qui le font. On a des fonds de formation qui peuvent aussi financer. Donc c'est une prise de risque là à prendre. Et c'est important, dès que vous avez envie de monter le projet, de poser tous ces éléments, éléments-là. J'ai envie d'y aller, est-ce que j'y vais comme ça? Est-ce que j'ai besoin d'un soutien financier pour ça? Quels sont les risques que je suis prête à prendre? Quelles sont mes pertes acceptables? Et ensuite, Philippe, je t'écoute. Oui, j'ai la flemme de taper sur le clavier. J'ai bien aussi parlé. Je t'écoute. Oui, la question porte sur l'hybridation, c'est-à-dire que, et sur, d'une certaine manière, un peu l'autonomie dans les recherches de financement. Là, je pensais à Aurélie aussi de Bourgogne qui tâtonnait entre la SCOP et puis la coopérative en tout cas, et puis le fonctionnement associatif. J'en suis là aussi parce que ce projet qui s'appelle La Dantine dans un quartier qui s'appelle Danton, donc c'est juste un déplacement de lettres, il est basé sur, enfin, il a une devise qui est miam pour tous. Et donc, l'idée d'avoir une cuisine qui produit suffisamment de repas, justement, en nombre, parce que c'est un quartier très dense, c'est nécessaire et une petite cantine ne peut pas fournir ça. Par contre, la nécessité d'avoir des temps de cuisine partagés, ça, c'est absolument nécessaire. Donc, j'ai vraiment besoin d'hybrider à cet endroit-là. Et par exemple, on a cette idée du col-partage, c'est-à-dire, puisqu'on a l'université à proximité, proposer à des étudiants de porter un repas auprès d'une personne chez elle qui ne peut pas se déplacer. Et maintenant, pour 2 repas achetés d'une certaine manière, il faudrait que l'étudiant puisse le payer à moindre coût. Et la question, c'est auprès de qui je vais me chercher des financements? Est-ce que je vais les chercher en local? Est-ce qu'on va les chercher en national avec, comment dire, en s'affichant les petites cantines? C'est ça ma question. Ouais, très bonne question. Aujourd'hui, donc chaque petite cantine est une association, tout simplement parce que pour nous, c'est la simplicité, l'association, et c'est ça permet aussi une belle transparence envers les convives. Simplicité parce que c'est un statut qui est relativement qui est simple à monter, et transparence parce que pour les convives, en fait, beaucoup connaissent les assos et on entend non lucratif. Il y a un enjeu aussi pédagogique qui est fort dans l'association. Donc aujourd'hui, chaque petite cantine est créée par une asso. On s'est posé la question d'une SCOP, d'une SCIC. On continue un peu de se les poser, mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que l'association. Donc déjà, une petite cantine, ce sera obligatoirement une association. Sinon, ça peut être une autre cuisine participative et on pourra échanger, mais ce ne sera pas une petite cantine. Et ensuite, la recherche de financement pour une petite cantine, tu l'as dit, en fait, il y a des deux. Il y a les partenaires locaux et puis nous, on va vous accompagner au niveau national parce qu'on a des partenariats nationaux qui vont pouvoir accompagner chaque nouvelle petite cantine qui s'ouvre. On a par exemple été lauréat de la Fondation La France s'engage. Du coup, ça veut dire que pour toute nouvelle petite cantine qui s'ouvre, ils mettent déjà au pot. On a aussi des partenariats structurants avec des acteurs nationaux qui seront du coup potentiellement beaucoup plus accueillants
si on arrive en disant, bah tiens, c'est encore une petite cantine et ils connaissent déjà la petite cantine, ils savent que le modèle est éprouvé, donc ils vont y aller beaucoup plus en confiance. Et on a nous, Caroline, au sein de l'équipe support, qui est vraiment dédiée à ça. Elle va vous accompagner, dans l'identification des partenaires potentiels et puis la manière aussi de porter une candidature. Est-ce que ça répond à ta question? Dis-moi, Philippe. Oui, j'avais juste une question complémentaire. Est-ce que, par exemple, les fonds de la Fondation La France s'engage peuvent participer à l'installation de la cantine? C'est-à-dire qu'en fait, si un local, la mise aux normes d'un local, je ne sais pas, coûte 50 000 €, est-ce que ça peut être pris en charge par la coopérative et en même temps par l'association? Est-ce qu'il peut y avoir une hybridation ou c'est juste une participation au loyer final? Aujourd'hui, la Fondation La France s'engage, elle participe à l'investissement pour une association Les Petites Cantines. Donc, ça veut dire qu'elle participe aux travaux et elle participe à l'accompagnement. Elle participe financièrement aux travaux et à l'accompagnement qui est délivré par le réseau. Et on n'a pas encore de cas, d'hybridation. C'est une question dont on a un peu discuté. Aujourd'hui, le cas ne s'est pas encore posé. Donc, pour nous, c'est nouveau. Il faut qu'on se penche là-dessus. Aujourd'hui, on sait que, en fait, le choix de l'asso, c'est souvent un choix de simplicité, je dis, dans le statut. Et puis aussi parce que ça permet de rendre chaque activité indépendante. Et donc, s'il y a une activité qui va moins bien dans un projet, ça ne va pas porter péril sur les autres. Ça ne va pas porter péril aux autres. Donc aujourd'hui, on se dit que on a l'impression que c'est le mieux, mais on est régulièrement sollicité là-dessus. Donc on cogite, on va cogiter, c'est très bien, Philippe. Et puis je voyais, et ensuite Daphné, super. Je réponds à 2 petites questions sur le chat et ensuite je t'écoute, Daphné. Il y avait une question sur est-ce que les administrateurs sont rémunérés une fois que la cantine est ouverte, quels sont un peu les budgets, et comment concilier la vie pro et le montage de projet. Un administrateur d'une association, il n'est pas rémunéré parce que quand on est au sein du conseil d'administration d'une association, on ne peut pas être rémunéré, sauf exception. Donc, ils le font vraiment à titre bénévole. Il y a des exceptions dans la règle que je ne maîtrise pas bien, mais aujourd'hui, ils sont tous bénévoles, nos administrateurs de cantines ouvertes. On a des exceptions de porteurs de projets qui ensuite sont encore salariés quand la cantine est ouverte, mais dans ce cas-là, ils ne sont pas administrateurs, ils ne sont pas au conseil d'administration. On a plusieurs porteurs de projets qui concilient le montage avec une vie pro. Oui, tout à fait, Camille. On en a, alors à Oulin, on a 2 personnes, Sophie et Cédriane. Il y en a une qui est à 80%, l'autre qui est à 100%. Donc, elles ont relativement peu dispo. En revanche, on est parti avec elles parce qu'elles ont une vraie aptitude à mobiliser autour d'elles des habitants, d'autres administrateurs. Et donc, elles ont su vraiment organiser leur SIA avec des cercles, des commissions de travail sur la recherche de local, le modèle éco, la mobilisation de communautés. Et du coup, en étant 2 relativement peu dispo, elles arrivent quand même à super bien avancer. On a d'autres cas où c'est du temps partiel. On a des temps partiels qui sont partagés. Marlène à Priva, c'est ça. Elle a un temps partiel souhaité pour pouvoir s'investir dans des associations à côté. On a des personnes qui choisissent d'être à temps partiel pendant un temps donné, puis après qui repassent à temps complet. C'est comme à Paris, Pauline, elle a été à temps partiel pendant un moment pour pouvoir bien se consacrer, puis elle est revenue à temps complet. Ensuite, en termes de budget, monter une petite cantine, ça revient à peu près à 100 000 €. On va chercher à peu près 100 000 € d'investissement auprès de mécènes. Et ensuite, en phase de fonctionnement, c'est à peu près aussi 100 000 € de chiffre d'affaires. Alors, bien sûr, ça va être variable en fonction du montant des travaux. C'est souvent c'est ça qui coûte le plus cher en phase de montage. Ça va être variable dans la phase de fonctionnement, en fonction du montant du loyer, en fonction du coût de l'approvisionnement, mais grosso modo, c'est ça. Daphné, je t'écoute. Oui, merci. J'avoue, moi, je trouve ça plus facile aussi l'oral. Quand je t'entendais parler des financements, donc financements locaux, financements nationaux, nous, on est à Bruxelles, donc je suppose que tout ça ne vaut pas pour la Belgique. J'ai cru entendre ce matin que vous aviez quand même déjà commencé un peu à élaguer le terrain en Belgique. Je voulais savoir où vous en étiez, ce dont nous, on pourrait éventuellement bénéficier si on lance cette petite cantine. Voilà, quid de la Belgique. Ouais, super, merci Daphné. Ouais, en effet, en Belgique, on a tissé un beau dialogue avec les Petits Riens
du coup, que tu connais peut-être, qui est une grande structure plutôt dans l'action sociale, mais qui cherche aujourd'hui beaucoup à se renouveler. Et donc, on est plutôt prêt en Belgique à accompagner des porteurs de projets comme on le fait en France, donc toujours des habitants qui ont envie d'y aller. Et on sait qu'on va pouvoir compter sur les petits riens pour notamment accompagner sur tout ce qui est structuration juridique. On est sur un contexte juridique du coup qu'on ne connaît pas aujourd'hui. On connaît très peu le contexte légal belge. Donc, on sait qu'on va pouvoir compter sur les petits riens là-dessus. Et c'est pas moi qui suis directement sur ce sujet, c'est plutôt Diane d'ailleurs et Étienne. Donc en revanche, voilà, on est prêt à accompagner à Bruxelles toujours des habitants et avec le soutien fort des petits riens en appui. Ok, parce que j'avais vu que vous étiez aussi soutenu par Ashoka. Enfin, que Diane avait été fellow Ashoka. Donc il y a Ashoka France, il y a Ashoka Belgique. Je ne sais pas si eux, ils donnent de l'argent aussi quand on monte une petite cantine ou si c'est un autre soutien qu'ils vous apportent. Et sinon, on pourrait en bénéficier via Ashoka Belgique ou si c'est juste Ashoka France et que c'est pas, il n'y a pas de lien. Je leur ai envoyé un email, mais ils ne m'ont toujours pas répondu. Donc, ouais, je peux te répondre et puis je pourrais creuser avec Ashoka. Donc Ashoka, c'est un réseau mondial. Donc nous, c'est Ashoka France, c'est nous, mais en effet, ils sont bien connectés. Aujourd'hui, ils soutiennent surtout une personne, un fellow, donc c'est Diane, dans le passage à l'échelle des petites cantines, et donc ils vont surtout nous apporter de l'accompagnement. C'est des personnes qui viennent régulièrement nous challenger, nous former, comme c'était partagé ce matin. Ils n'apportent pas de soutien financier direct. En revanche, ils sont des très bons... souvent, c'est des personnes qui sont très connectées aussi, et donc c'est eux qui vont pouvoir nous aiguiller aussi vers des potentiels partenaires ou autres. Donc si demain ça se monte en Belgique, en fait, on aura notre responsable partenaire, Caroline, dont les missions ne s'arrêtent pas aux frontières nationales, qui pourrait être aussi un soutien pour une mission en Belgique. On a les petits riens et qui ont notamment des systèmes de financement qui peuvent être potentiellement mobilisés. Et Ashoka, je ne pense pas qu'ils seront en soutien, en tout cas financier direct. Ce serait intéressant de voir s'ils peuvent être en soutien de votre équipe. Mais je pense qu'ils se limitent surtout, enfin ils sont très axés personnes, comparé par exemple à la Fondation La France Engage qui va accompagner une structure. Et Fellow Ashoka, c'est plutôt axé personne. Je voyais une question toujours à Bruxelles. Est-ce que les porteurs de projets ont besoin d'être habitants du quartier? En fait, non. C'est une très bonne question. En fait, c'est pour ça je partageais quelles sont un peu les conditions de réussite pour qu'une petite cantine fonctionne dans un quartier suffisamment dense et mixte, à mixité d'usage. On a plusieurs porteurs de projets qui ont monté des cantines qui ne sont pas dans leur quartier immédiat. On aime bien qu'ils soient du territoire, parce que même si on n'est pas du quartier, on va connaître déjà un petit peu les gens, on partage un vécu commun du territoire. En revanche, c'est pas du tout bloquant qu'ils ne soient pas dans le territoire proche, dans le quartier exact. Alors, j'ai sûrement loupé des questions sur le chat, alors proposez-les ou criez. Je ne mets pas dans le chat, mais j'aimais bien la proposition de Philippe, comme Tintin, Tintin, ça pourrait être un chouette nom. À Bruxelles, non mais qu'est-ce que j'allais demander? En fait, par rapport aux partenaires et l'accompagnement, est-ce que vous êtes... donc, si tout va bien, si on s'aligne sur les objectifs, etc. Et on est prêt à monter une cantine, on est accompagné. Donc, je voulais demander déjà le délai moyen entre le début des démarches, la conceptualisation, etc., jusqu'à l'ouverture, combien de temps ça prend normalement? Et parce que tu parlais d'un an, je pense, non? Je ne sais pas, donc je repose la question. Et après, ensuite, je voulais aussi demander pour l'accompagnement. Donc, je suppose que, oui, donc si on choisit, ou par exemple, on est assez actif et il y a d'autres partenaires ici, peut-être qu'en France, comment ça marche sur l'autonomie, en fait, concernant l'autonomie et le choix des partenaires, en fait? Est-ce qu'on est du coup lié à vous et vous devez nous donner, en fait, votre accord ou... Oui, comment ça marche, la coopération en fait avec vous? Ok. Donc sur le temps de montage de projet, on dit que en fait c'est un an et demi, et ensuite le facteur, enfin souvent l'élément qui va créer une grande variable,
sur la durée, c'est le temps nécessaire pour trouver un local. Donc on en a qui sont montés en moins d'1 an, ça a été le cas pour la dernière cantine de Lyon, à côté de Pardieu, à Félix-Fort. Et à Annecy, ils ont mis quasiment 3 ans pour trouver un local, parce qu'on est sur une zone qui est hyper tendue. Enfin, c'est une zone notamment qui est très, très chère. En revanche, ils avaient déjà réussi à tisser des liens, à créer pas mal de choses avant la petite cantine, donc là-dessus, ils ont été assez forts. Sur la coopération, l'autonomie et les partenariats. En gros, on va dire, on a envie de vivre le truc ensemble quand on se sent aligné sur les valeurs et les principes des petites cantines. Ça, c'est la charte ADN qu'on vous partage. Donc, il y a tout un travail qui a été fait avec le réseau l'an dernier sur se dire qu'est-ce qui est le minimum qui nous réunit tous. Et quand on sent que c'est un territoire propice et une équipe qui y va. Donc, une fois qu'on s'est dit go, on y va. En fait, vous êtes autonome sur quasiment tout. Les seuls éléments, on va demander ou par expérience, je sais que c'est bien qu'on soit consulté. On va vraiment avoir une consultation auprès de vous. C'est au moment de négocier le bail. Donc, ça veut dire qu'on va relire avec vous pour voir s'il n'y a pas de loup. On va avoir un avis consultatif aussi quand vous allez chercher des partenariats nationaux, notamment pour être sûr que ça ne fait pas doublon avec des choses qu'on a déjà fait ou parce qu'il y a déjà un historique, pour éviter surtout que ce soit confusant pour les partenaires. Et au moment de recruter une maîtresse de maison, un maître de maison, c'est pareil, on va avoir un avis. En fait, on va participer au dernier entretien de recrutement et là, on va vous faire part de notre avis. Après, vous pouvez ne pas le suivre, mais on vous aura fait part de votre avis et vous serez obligé de l'entendre, disons. Voilà, là, je vous ai partagé du coup qu'est-ce que ça veut dire l'accompagnement en montage de projet. Donc, c'est vraiment un accompagnement on est dans une communauté apprenante où chacun est contributeur. Donc, on n'est pas du tout dans une logique de formation. On va vous donner les éléments, mais on va être là pour vous challenger, pour vous aider à lever les freins, pour aussi être là en soutien quand des fois, mince, on croyait que ça allait le faire avec ce local et finalement, ça ne le fait pas. On a juste un petit coup de mou. Et ça prend plusieurs formes. C'est tous les 15 jours un échange avec une développeuse de talent, donc Marie ou moi, et quelques déplacements, notamment quand on recherche le local ou quand on fait la première cantine éphémère, on peut être là avec vous. Ces 2 sessions d'accompagnement collectif, on les appelle les journées de contribution croisée, où vous allez vous retrouver entre porteurs de projets et on va vous partager les retours d'expérience des autres. Donc ça va être par exemple, comment construire son pitch pour parler auprès des partenaires. Quelles sont les étapes incontournables avant d'ouvrir une petite cantine? Quels sont les éléments clés avoir un suivi de chantier qui soit efficace. Donc, on va vous partager nos retours d'expérience et vous allez vous retrouver ensemble entre porteurs de projets pendant ces journées de contribution croisée. On va avoir toute une partie d'accompagnement administratif. Donc là, c'est Isabelle, notre responsable administratif, qui est là en soutien. Ouvrir une cantine, ça veut dire avoir des logiciels de gestion comptable, ça veut dire avoir des outils aussi de gestion RH, parce que vous avez 1 à 2 salariés par petite cantine, donc on vous accompagne là-dessus. On va vous permettre aussi d'être en immersion dans d'autres petites cantines avec une disponibilité de la maîtresse de maison, d'administrateur pour pouvoir partager ce qui est fait, pour pouvoir vous nourrir en vivant le truc. Donc, il y a des immersions. On vous donne aussi tout un petit kit pour créer des cantines éphémères en phase de montage de projet. C'est hyper utile de déjà pouvoir avoir des ateliers de cuisine participative. Donc, on va vous passer de l'équipement et un appui sur la méthode aussi pour monter une session de cuisine participative. Aujourd'hui, c'est plus contraint avec les conditions sanitaires. En revanche, on sait qu'on peut faire des ateliers de cuisine participative avec des plats qui sont toujours à emporter. On n'a plus de cuisine ensemble, mais on peut encore aller sur des ateliers de cuisine participative. On aime bien parler d'aide relationnelle d'urgence. On sait qu'on a besoin aussi de relations qui est très fort pendant cette période-là. Et puis, l'accompagnement, ça consiste aussi, enfin, à former les maîtres de maison. Aujourd'hui, maître de maison, c'est un métier qui n'existe qu'aux petites cantines. C'est un mix entre quelqu'un qui accueille, quelqu'un qui gère que les gens soient bien lavés les mains quand il faut et qui trouve les bons fruits et légumes qui vont bien. Donc, on va former les maîtresses de maison. Ça, c'est le réseau qui vous le fournit.
Voilà, je vois qu'il y a d'autres choses entre-temps. Est-ce que la cantine doit fonctionner midi et soir? Ok. Et Sandrine de Lyon, tu as levé la main ensuite. Parfait, merci. Il n'y a pas d'obligation sur le nombre de services qui sont ouverts. En gros, je peux vous repartager. Hein. Vraiment, au stricto sensu, une petite cantine, c'est 4 trucs. C'est avoir une mission commune qui est tisser des relations de qualité. C'est de se retrouver autour de repas qui sont partagés et durables. C'est d'avoir une approche participative fondée sur l'intelligence collective. Au maximum, on va être dans une dynamique de faire aux autres. La maîtresse de maison, quand ça fonctionne bien, elle fait très peu. Elle invite les autres à faire pour que petit à petit, les gens se sentent en capacité de faire et de gagner aussi en pouvoir d'agir. Et puis, c'est un modèle qui est non lucratif, avec une contribution qui est libre pour les repas et qui est créateur d'emplois. On a donc 1 à 2, voire plus, mais surtout ça, 1 à 2 salariés par petite cantine. Une fois qu'on s'est dit ça, chaque petite cantine à sa sauce. Donc, on a des cantines qui sont ouvertes 10 services en temps normal, 10 services par semaine, parce que c'est des quartiers dans lesquels ça fonctionne bien le midi et le soir. Le midi, on a plus d'actifs. Le soir, on va avoir plus des personnes plus âgées. Donc, c'est bien, on a des publics différents. À Croix, par exemple, ça fonctionne que le midi. Ce qui va toujours être important pour nous, c'est est-ce qu'on a suffisamment d'impact social et est-ce qu'on arrive à être à l'équilibre économique. Toujours nos 2 pattes. Combien ça coûte l'accompagnement? On vous partage, nous, notre structure de coût, combien de temps ça nous prend, l'équipement, etc. Ça revient globalement à 15 000 €. Donc, voilà, on vous partage en détail ce que ça nous coûte et ensuite, c'est vous, à prix libre, les porteurs de projets qui financez l'accompagnement. Voilà, et Sandrine, je t'écoute, dis-nous tout. Oui, on a vu qu'il y avait des étapes à passer, l'équipe, le local, le financement. Est-ce qu'il y a un ordre pour tout ça ou ça se fait en parallèle ou on peut commencer par un bout et finir par l'autre? Est-ce qu'il y a des conseils là-dessus? Ouais. Là, on a un document, mais qui on doit encore refaire. Là, il est très dense. On va pouvoir vous conseiller sur un ordre, notamment la mobilisation de communauté, c'est bien de le faire dès le départ. Ça peut des fois paraître accessoire, on a envie de se dire d'abord on se trouve à local, on verra après. En fait non, c'est ce qui va permettre au projet d'être riche dès le départ, à l'équipe de porteurs de bien fonctionner et qui va garantir la réussite à la cantine dès son ouverture parce qu'il y aura du monde, parce que ce sera plein, donc il y aura de l'impact dès le départ et on aura aussi un équilibre qui sera atteint. Ensuite, on a des choses qui sont, on a des étapes qui peuvent changer en fonction des territoires. En gros, une approche chronologique, ça fonctionne pas bien. Enfin, c'est différent en fonction de chaque petite cantine. Mais on a un peu 4 piliers pour monter une petite cantine. Donc, comme un tabouret qui a besoin d'avoir 4 pieds pour bien fonctionner. On a la mobilisation de communauté, ça je l'ai dit, que ce soit une cantine d'habitants du quartier ancrée. Trouver et aménager un local. Donc, trouver son local et ensuite l'aménager, ça veut dire toute la partie suivi de chantier. Atteindre un équilibre économique. Donc, dans la phase de montage, ça veut dire d'abord lancer une collecte de fonds pour avoir l'investissement nécessaire et ensuite affiner le modèle économique de fonctionnement. Nous, on a des bases, du coup, on sait comment ça fonctionne ailleurs. On va toujours à chaque fois le préciser pour chaque petite cantine qui ouvre. Et puis, ouvrir une activité de restauration. Ça veut dire former une maîtresse de maison, avoir un certain nombre de règles d'hygiène qui sont à respecter, monter un approvisionnement qui va bien. Donc, on a 4 gros piliers. Et en fonction des périodes, alors on va vous dire, bien sûr, là, tu es plutôt dans une phase juste de collecte de fonds et de repérer le local. Pas besoin de contacter des artisans. Enfin, on va vous accompagner au cas par cas. Mais voilà, grossièrement, les 4 grands piliers. Voilà. Et avant ça, disons, la première étape, le premier truc à faire, une fois que vous entrez dans le réseau, c'est de créer votre association. C'est comme ça que vous allez devenir adhérent des petites cantines réseau. C'est comme ça qu'on va établir notre relation ensemble avec la convention d'accompagnement. Et ensuite, il y a 4 piliers pour monter une petite cantine. Et là, on vous accompagne au cas par cas. Je vois Camille qui me demande, dans le montage financier, est-ce que des porteurs de projets ont recours à des apports personnels ou tout est financé par des ressources extérieures? Bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours des apports extérieurs.
On n'a pas de... enfin, disons que c'est des dons. Dans tous les cas, c'est des dons. Il n'y a pas de système d'actionnariat. Donc, un porteur de projet peut avoir envie de donner. Je ne crois pas que ça s'est fait aujourd'hui. En tout cas, on peut avoir des mécènes de structures morales ou des personnes de particuliers. On a aussi des dons de personnes particulières, de particuliers aussi. Je crois que Dania a levé la main et ensuite Philippe, c'est ça? Oui, j'ai une petite question. Ouais. Par rapport, je reviens à l'accompagnement. Lancer un projet comme ça, c'est quelque chose qui nécessite du temps, aussi des compétences. Est-ce que l'accompagnement qui est prodigué avec les petites cantines suffit pour des personnes qui n'ont jamais entrepris, on va dire? Ou est-ce que, et en Belgique, il y en a beaucoup, par exemple, des organismes qui accompagnent des projets dans une vision durable, etc. Ça existe, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est bien d'avoir un accompagnement autre? Ou est-ce que l'accompagnement qui peut être fait avec vous peut complètement suffire à se lancer? Ouais, bonne question. Deux éléments. En fait, on va être très attentif, nous, au profil des porteurs de projets. Comme je le disais, on n'a pas besoin de compétences dans la restauration. En revanche, on va chercher des profils qui sont suffisamment entrepreneuriaux. Ça ne veut pas dire, enfin, on ne va pas demander à ce que vous ayez déjà monté 5 boîtes, mais on va chercher des profils de développeurs, des gens qui ont envie de développer, qui sont suffisamment polyvalents, qui ne vont pas avoir froid aux yeux sur le fait de faire quelque chose, même si ce n'est pas parfait, et puis de s'améliorer petit à petit. On fonctionne beaucoup comme ça aux petites cantines. On s'améliore en faisant les choses. Donc, on va faire attention au profil, tout simplement pour que les gens s'y retrouvent, pour que le montage de projet soit une réussite et pour que les porteurs de projet le vivent bien. Ensuite, pour ces personnes, donc pour ces profils-là, l'accompagnement des petites cantines, on l'a vu dans le passé, est suffisant, peut suffire. En revanche, et moi, en plus, je suis passée un peu par là avant, et donc ça, je suis tout à fait très favorable à ça. Il y a, donc, du coup, comme en Belgique, par-ci, en France, des accompagnements qui sont plus généralistes au montage de projets d'entrepreneuriat social, qui sont souvent plus menés par des acteurs qui sont ancrés localement. Pour moi, c'est des accompagnements qui peuvent être hyper complémentaires à notre accompagnement des petites cantines. Donc, c'est des... D'ailleurs, aujourd'hui, ça se fait à Paris. On a à Paris, l'équipe parisienne est accompagnée par un coach aussi vraiment sur le côté juste comment je travaille en équipe, comment je gère mon projet de manière plus générique. Et moi, je les accompagne plus sur une partie métier. Donc ça, tout à fait ouvert à ce qu'il y ait des accompagnements complémentaires s'il y a l'envie et la disponibilité de la part des porteurs de projets. Et puis voilà, l'autre intérêt pour moi très fort, c'est que du coup, c'est des acteurs qui peuvent permettre de tout de suite tisser des liens avec d'autres acteurs au niveau local, ce que nous, on ne peut pas faire. On n'est pas expert de tous les territoires dans lesquels on a envie d'essaimer. Donc là, on accompagne à Priva, par exemple, et la question se pose justement d'être accompagné, que l'équipe soit aussi accompagnée par Renalpia, qui a une antenne en Ardèche, donc qui va connaître tous les acteurs du coin, qui va permettre du coup à la petite cantine Priva de ne pas arriver comme un gros patapouf, mais d'être bien en complémentarité avec ce qui se fait, quoi. Ok, trop bien, merci. Philippe, tu avais levé la main, je crois. Oui, j'ai deux questions. Une première qui est vraiment très pratique, c'est toujours dans la projection d'hybridation. Imaginons que par exemple, le midi soit, il y a besoin de beaucoup de repas pour les gens qui travaillent, soit fourni par une SCOP, et qu'on passe le soir sur le repas du soir sur le format cuisine participative et petite cantine. Combien de temps il faut pour préparer un repas? Il faut que la cuisine soit libre à quelle heure à peu près? Alors, dans les petites cantines, on avait 2 services. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est à partir de 16h30 que les convives qui arrivent pour cuisiner le soir sont en cuisine. Sachant qu'on est vraiment dans une logique de prendre le temps pour que les gens soient bien. Donc, en fait, avant de démarrer la cuisine, on a toujours une demi-heure on va partager le menu, on va se dire qu'est-ce que tu as envie de faire. Enfin, donc, c'est vrai qu'on prend le temps. Donc, c'est à partir de 16h30. Ouais, globalement. Et puis, j'ai envie de dire, s'il y a un besoin, c'est vrai que ça m'est venu entre-temps, s'il y a un besoin de nourrir plus de monde, on peut imaginer 2, 3, 4 petites cantines aussi dans le quartier. Ça peut aussi être une alternative.
Et ma deuxième question, oui, consiste, tu sais, en cette relation entre, d'un côté, peut-être des sociétaires d'une SCOP et de l'autre côté, des adhérents d'une association. Je ne vois pas trop, effectivement, comment les deux pourraient coexister. Peut-être que l'existence d'un seul collège, finalement, est nécessaire. Avec une SCOP, je vois pas, parce que c'est vrai que c'est des fonctionnements qui sont différents, des logiques qui sont différentes. Avec une SIC, on peut envisager qu'une association soit partie prenante d'une SIC, ça oui. Une SCOP, je pense que dans ce cas-là, la manière de fonctionner ensemble, c'est tout simplement d'avoir des conventions de partenariat entre les deux. Ce qu'on a pu faire, nous, avec l'hôtel, ou ce qu'on fait avec Avez aussi à Lyon. C'est-à-dire qu'on a deux structures différentes qui ont des relations fortes, par exemple parce qu'elles partagent un local. Et bon, elles vont être reliées par une convention de partenariat entre les deux, qui est assez libre en fait, dans laquelle après on met ce qu'on veut. Je pense que c'est ça. Je vois Axel nous demandait comment est-ce que c'est possible d'atteindre un équilibre éco avec des contributions libres. Alors c'est vrai que la première fois qu'un stagiaire a suggéré ça à Diane et Étienne, ils sont un peu dit « Eh oh, c'est du sérieux, nous les petites cantines, on n'a pas envie de déconner. » Donc c'était un pari. Et aujourd'hui, ça fonctionne à 90%. Ça veut dire que les contributions libres, ça permet de couvrir 90% des coûts d'une petite cantine. Ça, c'est possible parce qu'il y a un vrai enjeu de pédagogie, de communication autour de la contribution libre. Dans chaque petite cantine, est affiché de manière bien visible combien ça nous coûte un repas aux petites cantines. C'est à peu près 12,50 €. Là-dedans, tu as 2,5 € de produits alimentaires. Tu as, je dis au pif parce que j'ai plus bien les chiffres en tête, 3 € de loyer, 2 € de salaire. On va partager la structure de coût, on va partager combien ça nous revient. Et ensuite, on va indiquer à chacun que chacun est libre de donner ce qu'il souhaite, ce qu'il peut avoir, sachant que la contribution ne s'arrête pas à la contribution financière. On a des gens qui donnent peu, qui en revanche accueillent beaucoup les autres convives, qui donnent peu, qui vont toujours passer une tête, qui vont venir cuisiner. En tout cas, la contribution libre, elle marche parce qu'elle est consciente, elle est libre et consciente, donc on va partager combien ça nous coûte et on va décomplexer le rapport à l'argent. Il y a un truc très fort là-dessus, il faut décomplexer notre rapport à l'argent. On est non lucratif, de toute façon, on ne partage pas les coûts pour derrière se faire une marge, on partage juste pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc ça couvre aujourd'hui 90% des coûts, et ensuite les 10% qui restent, on va soit louer la salle, enfin permettre à d'autres structures de louer la salle de temps en temps, où on va faire des petites actions de team building auprès d'entreprises, toujours dans une logique de tisser des relations de qualité entre les gens. On va accueillir des gens d'une entreprise donnée au sein d'un atelier de cuisine participative. On va exceptionnellement privatiser. Donc voilà, on a aujourd'hui construit le modèle pour que ce soit suffisamment solide. Ce que ça veut aussi dire, c'est qu'on va être très attentif à notre structure de coût pour que ce soit un prix qui reste abordable, qui ne soit pas déconnant. Donc, notamment dans la recherche de local, on va chercher des loyers qui sont décorrélés du prix du marché, qui sont souvent négociés. Donc on est avec des bailleurs sociaux, on est avec un hôtel qui partageait le projet des petites cantines, qui nous loue ça à un prix totalement raisonnable. Côté approvisionnement, on va aller chercher on va prendre un peu d'invendu, on va être très sensible au gaspillage alimentaire pour ne pas avoir de gaspillage aussi monétaire de ce côté-là. Donc voilà, on va être sensible à tout ça. Camille nous dit qu'elle va nous filer. Merci pour ta venue, Camille. À bientôt. Elle a déjà filé. Ouais, je la vois plus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Anne-Sophie, ouais, je t'écoute. Une petite question sur l'accompagnement parce que je regardais aussi sur le site et que effectivement, je disais tout à l'heure, on est de potentiels porteurs de projets. Et je voyais que, alors, lancement d'une promo 2020 des porteurs de projets 2021, 21 et 22 février, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se lance à ce moment-là? Parce que nous, dans l'équipe, on n'a pas toutes fait la formation Samijot, on n'est pas toutes au même maturité ou stade. Ouais, ok.
Ouais, et ben, je te raconte. On va démarrer, c'est nouveau. Une promotion de porteurs de projet. On va permettre à plusieurs porteurs de projet de démarrer ensemble. Du coup, les 21 et 22 février, ça va être la première session de contribution croisée pour les porteurs de projet. Et ensuite, on va en faire tous les 6 mois. Donc ça veut dire que c'est un bon moment pour rentrer dans l'accompagnement parce que vous allez directement pouvoir rencontrer les autres et dans une dynamique d'accompagnement collectif. Pour ça, ça veut aussi dire que chaque porteur de projet a participé à une session de sa mijote avant. On le demande parce que c'est surtout un moyen de s'assurer qu'il est au bon endroit, qu'il est sûr que c'est le porteur de projet qu'il a envie d'être, plutôt qu'administrateur, plutôt que convive, plutôt que maître de maison. Donc, il y a une session qui est en février. Tu peux tout à fait inviter tes compagnons, tes porteurs de projet à y aller. Et si c'est trop court, pas d'inquiétude. En fait, on va pouvoir démarrer l'accompagnement individuel au fil de l'eau. Ça veut juste dire que la prochaine session collective d'accompagnement, ce sera entre juillet et septembre, mais on peut démarrer l'accompagnement collectif avant. Il n'y a pas de choses bloquantes. Ok, ça marche, merci. Et je peux intervenir, pardon? Oui, Solène, on t'écoute. La session Samijote de février, elle est sûre d'être maintenue, puisque j'ai vu que c'était en présentiel. Elle est sûre d'être maintenue, on va la faire en visio plutôt qu'en présentiel. Ouais. On va se poser la question et justement, il est très très fort probablement probable que les petites cantines ne soient pas rouvertes. Du coup, la présentielle a en plus moins d'intérêt parce que le présentiel, l'intérêt, c'est qu'on vous accueille en petite cantine un jour sur 2. D'accord. Donc là, ouais. Donc elle est maintenue en visio. Ok, merci. Et alors, Sophie me demande quel est l'impact du Covid sur le montage et le fonctionnement. Ouais, très bonne question d'actualité. Alors, sur le montage, la bonne nouvelle, c'est que dans le montage d'un projet, il y a plein de choses qui peuvent être faites, même en temps de distanciation physique et de pandémie. La recherche de local, la recherche de financement, préparer l'assaut, c'est plein de choses qu'on peut encore faire. Là où c'est un peu plus compliqué que d'habitude, c'est pour mobiliser les gens. C'est sûr que les cantines éphémères tout serrées dans le resto du camp qui nous a prêté sa salle, bon bah du coup ça marche plus trop. Donc on a toujours des projets qui se montent. On est obligé, ça nous permet de nous réinventer sur la manière dont on mobilise les gens. Alors il y a une partie qu'on peut faire en ligne, il y a des gens qui peuvent être mobilisés en ligne. Et on est vraiment là en train de mettre en place aussi des petits temps de mobilisation en présentiel. Sous cet angle vraiment aide relationnelle d'urgence. On va permettre à des gens en plus petits comités, peut-être que ce qu'on ferait habituellement, mais à des petits, en petits comités, à des gens de cuisiner ensemble et ensuite de repartir avec des plats à emporter ou donner à des personnes dans le besoin. Mais donc, on a eu une première phase montage de projet confiné où on disait bon, on fait tout hors présentiel, donc en ligne, plutôt dans une logique de fédérer des gens qui étaient déjà mobilisés et d'aller chercher quelques personnes tiers. Aujourd'hui, on est dans une logique vraiment, on va aller chercher et de la mobilisation en ligne et de la mobilisation en présentiel. Le présentiel, ça passe aussi par le roman de Maru. Il y a une initiative qui a été montée par Metz, de se dire, tiens, on peut à plusieurs dans notre quartier écrire un roman ensemble. Donc chacun commence à écrire un petit bout et puis on le met dans la boîte aux lettres du voisin. Et puis ça nous permet de tisser quand même déjà des relations et de sentir liés dans ce temps un peu trouble. Donc on a des initiatives qui se montent de cette manière. Et puis en ligne, alors bon, on a l'apéro visio, on peut aussi, ce qui a été fait, c'est des petites vidéos perspectives où on cuisine à plusieurs en étant chacun chez l'autre. Il y en a un qui cuisine et puis les autres réagissent. On peut imaginer aussi d'élaborer les 10-100 premières recettes de la cantine qui va ouvrir. Donc on a aussi plein de moyens nouvelles occasions de mobiliser. Christina, tu dois filer. Écoute, c'était avec grand plaisir. Fabienne, tu nous dis tout à l'heure, tu as parlé d'invendu. Est-ce que c'est regardé pour toutes les cantines ou seulement certaines? Pour toutes les cantines, on est en alimentation locale, bio, de circuit court, autant que possible. On est dans une logique d'amélioration continue. On ne va pas demander de seuil minimum, par exemple. On va au maximum chercher à avoir une alimentation durable.
Donc ça passe par les invendus. Aujourd'hui, on récupère que des invendus bio, justement dans une logique d'alimentation de qualité. Et ça, c'est assez variable. On en a à Lyon, les invendus bio, donc c'est les invendus du magasin bio d'à côté. C'est plutôt du bonus. Ça permet de faire une entrée en plus, ça permet de varier, d'avoir une compote en dessert. C'est plutôt du plus. À Lille, ils ont tissé un partenariat assez fort avec un producteur du coin. Donc, des convives vont filer un coup de main au producteur, mettre les pieds dans la roquette. Et le producteur leur passe pas mal d'invendus. Donc, eux, c'est une partie un peu plus structurante de leur approvisionnement, l'invendu. Ça dépend vraiment des cantines. On va vous accompagner là-dedans. Et on a notamment Marie, qui est développeuse de talent avec moi, qui était maîtresse de maison avant, qui va plutôt vous accompagner sur la gestion des invendus. En disant l'invendu, c'est super, c'est des aliments qui sont gratuits, mais c'est aussi potentiellement beaucoup de temps passé à trier, à enlever les choses. Ça peut aussi, quand il n'y a que ça, réduire un peu le plaisir à cuisiner ensemble. Parce qu'en fait, c'est sympa de cuisiner des légumes moches, mais en fait, des fois, on a juste envie de ne pas cuisiner que des bananes qui sont toutes noires. Donc voilà, on va vous accompagner dans la mise en place de l'invendu. On est dans une logique d'alimentation durable autant que possible et l'amélioration continue. D'ailleurs, j'en profite parce que je voyais aussi Juliette qui est de la Somme et je vais la semaine prochaine visiter un local à Villefranche-sur-Saône et à Boulogne-sur-Mer aussi par chez toi. Pareil, dans la gare, donc potentiellement demain, enfin assez rapidement, un projet à Boulogne-sur-Mer. Si l'envie se confirme de ton côté, on pourra rester en contact. Alors, j'ai l'impression que j'ai sauté des trucs. La prochaine session, ça mijote en visio, donc elle est en février, elle est les 11 et 12, je crois. Tout est sur notre site, sur les petites cantines. Rubrique monter une cantine de quartier, vous avez les prochaines sessions et vous pouvez vous inscrire. Bénédicte, il me semble aussi qu'il y a une question qui est un peu passée à la trappe. C'est Grégoire qui demande si le document actuellement à l'écran sera récupérable par la suite. Ouais, tout à fait. Ouais, merci Andrea, super, parce que ça file les questions. Oui, on peut vous le partager. Ouais, il n'y a pas de souci, si vous avez envie de l'avoir. Comment est-ce qu'on fait pour limiter le gaspillage alimentaire? Est-ce qu'il y a une réservation obligatoire? Pour limiter le gaspillage alimentaire, en fait, déjà, on est dans une... on fonctionne souvent avec des grands plats et les gens se servent. C'est une personne qui va servir pour la table. Du coup, déjà, on a une première phase de modération qui est juste je mange ce que je peux manger. On n'est pas sur des plateaux qui sont déjà bien fournis. Donc, on a déjà un gaspillage alimentaire là-dessus qui est bien réduit. Et puis ensuite, là, c'est nos maîtresses de maison qui font preuve de plein de créativité. En fonction, si on a des restes, elles vont être souvent en capacité de réinventer d'autres choses. Enfin, il reste des choux-fleurs qu'on avait rôtis. Et ben, on peut imaginer que le soir, ça deviendra une crème de chou-fleur, une soupe de chou-fleur. Enfin, voilà. Après, là, c'est vraiment chaque petite cantine qui va au maximum gérer ça, à la fois vraiment manger la quantité dont on a envie, besoin, ce qu'on peut manger, et donc les gens se servent eux-mêmes, ou retravailler quand on peut des restes. Et puis on aime bien fonctionner aussi avec un compost dans une logique de zéro déchet, donc d'être à côté d'un compost pour pouvoir aussi partager les épluchures. Philippe, j'ai vu que tu avais levé la main, j'ai cru louper une question entre-temps et ensuite je reviens vers toi. Oui, c'est une petite devinette. D'abord, c'est quoi 3 BBB? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, j'imagine pas. Hein, c'est par rapport aux légumes, tu sais, dont tu parlais tout à l'heure, c'est biscornu but beautiful. Ah, comme les légumes moches, Voilà. enfin la même logique un Voilà. peu que les... Ok. Ouais. Non, mais je viens de l'inventer, hein, c'est juste pas... Ah d'accord. Donc c'est normal qu'on ne connaissait pas, d'accord. Voilà, c'est une formule déposée. Oui, c'était par rapport à la manière dont les gens se servent, parce qu'effectivement, au départ, j'avais un peu idéalisé, tu sais, le tout pain qu'on met sur la table, tout le monde se sert dedans, et ah oui, mais il n'y a plus de morceaux de viande, il y en a un qui s'est trop servi. Comment ça fonctionne pour les différents plats que vous servez? Ça fonctionne quand même un peu comme ça. En gros, il y a 1, 2, 3 grandes tablées dans la petite cantine et donc tu as 1, 2, 3 grands plats. Et après, les gens viennent se servir. La maîtresse de maison va toujours avoir un petit œil attentif sur les quantités prévues et sur ce qui reste dans le saladier.
Il y a pas Et il y a du rab? Il y a du rab. Alors en fait, le retour qu'on a aujourd'hui des petites cantines, c'est que les convives nous disent plutôt qu'ils mangent trop. On est sur entrée, plat, dessert. Et les retours qu'on a, c'est plus de dire, en fait, je ressors, j'ai un peu trop mangé. Donc on est plutôt voilà, attentif à ce que tout le monde mange bien. Il y a plutôt du rab du coup sur lequel on va réfléchir pour que ce soit pas perdu. On peut en prendre, donc ça veut dire qu'on Oui, peut oui, en on peut se reprendre. resservir. Ouais, tout à fait. On a un grand plat, chacun se sert, on vient se resservir s'il faut. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que peut-être qu'on mange trop. On a tendance, en effet, quand il en reste, à reproposer qui a encore envie, qui a encore faim. Et peut-être que des fois, on est juste gourmand plus qu'affamé, quoi. Daphné. Oui, merci. J'ai une petite question. Je reviens avec un sujet qu'on a abordé au début par rapport au financement des porteurs de projets, enfin au salaire éventuel des porteurs de projets. Si j'ai bien compris, tu as dit que la plupart en avaient pas besoin et donc n'étaient pas du tout financés, enfin oui, payés, on va dire. J'ai peut-être mal compris, hein, mais c'est parce que je pense que nous trois dans notre équipe, on en aura toutes les trois besoin. Alors, on ne s'attend pas à être payé des 1000 et des 100, mais on aurait espéré pouvoir avoir un système économique qui permet en fait de faire fonctionner la petite cantine, de payer la maîtresse ou le maître de maison et de nous rémunérer nous aussi par la même occasion. Mais ça, c'est pas faisable ou ça, c'est envisageable, je sais pas. Il y a deux phases, il y a l'investissement et le fonctionnement. Dans la phase d'investissement, on est sur des mécènes et donc le porteur de projet, s'il en a besoin, il peut de la même manière aller chercher du mécène ou du soutien pour être financé. Et donc là, comme je le disais, on peut partager ce qui se fait déjà dans le réseau et vous accompagner là-dedans. Et ensuite, dans la partie vraiment fonctionnement, aujourd'hui, notre modèle éco, il n'est pas conçu pour ça. Il est conçu pour pouvoir financer, salarier, 1 à 2 personnes par petite cantine qui est une maîtresse de maison. Enfin, un maître. Aujourd'hui, c'est que des femmes, mais il y a eu des hommes aussi. C'est pour ça que je dis toujours maîtresse, mais un maître de maison, un ou plusieurs maîtres de maison. On a certaines petites cantines où il y a des salariés autres qui sont des coordinateurs, des porteurs des développeurs de projets, une fois même que la cantine est ouverte. Dans ce cas-là, ils sont financés du mécénat à l'extérieur par des collectivités ou du mécène privé. Mais ce n'est pas notre modèle économique de base. On est sur un modèle économique de fonctionnement où on aime bien notre autofinancement parce que derrière, c'est de montrer qu'on peut mettre en économie des projets comme ça, des projets qui sont collectifs, des projets qui sont accessibles à tous, qui sont sur la base d'une contribution libre et consciente, sans avoir besoin de courir après des subventions, sans avoir besoin constamment d'être soutenu, d'être en train de chercher nos 10-15 000 nécessaires pour boucler l'année. Donc on aime bien, enfin on a pris du temps à trouver ce modèle d'autofinancement sur le fonctionnement, sur la base de la contribution libre. C'est pas du tout impossible d'avoir d'autres salariés. C'est pas dans le modèle économique, donc ça demande vraiment d'aller chercher des fonds supplémentaires et d'être là dans une logique de recherche de mécénat. Et le retour qu'on en a, ça a été le cas donc à Strasbourg, à Annecy aussi aujourd'hui. On a eu donc des anciens porteurs de projets qui sont restés salariés dans la structure via des appuis de mécénat, collectivités ou fonds privés, pour continuer à développer des projets. Ce dont on se rend compte, c'est que ce qu'il disait, déjà, il passe du temps à chercher des financements pour la suite. J'ai un salaire pour 6 mois. Bon, bah, au bout de 2-3 mois, en fait, je suis en train de chercher la suite. Et on se rend compte que le positionnement n'est pas toujours simple entre le maîtresse de maison qui est salarié et les administrateurs qui copilotent la petite cantine. Donc, on est plutôt sur aujourd'hui, on imagine ça plutôt comme des emplois provisoires, temporaires, où voilà, en fonction des besoins, à Annecy, ils ont une phase de création de la petite cantine. Bah, c'était utile qu'il y ait encore un salarié à temps plein qui soit là pour soutenir la dynamique de lancement de la petite cantine. Maintenant, Isabelle, elle se rend compte que c'est pas forcément souhaitable pour la petite cantine. En tout cas, ce qu'il faut, je pense, ce qui est important de se dire, c'est du coup pour vous, quels sont vos besoins à titre personnel et quels sont les besoins du projet. Quels sont les besoins pour qu'une petite cantine ouvre et quels sont vos besoins individuels. Et notamment, il y a des besoins financiers qui sont tout à fait normaux et de voir où est-ce que ça peut coller. Sur la phase de montage, encore une fois, ça se fait régulièrement. On peut voir ce qui se fait en Belgique. Je ne connais pas du tout le contexte belge. En phase de fonctionnement, aujourd'hui, ce n'est pas prévu dans le modèle économique des petites cantines.
Et en phase de fonctionnement, un porteur de projet, ça lui prend environ combien de temps de son temps? Enfin, en phase de en phase de fonctionnement, du coup, il devient administrateur. ouais. Et là, c'est assez variable. On en a qui sont donc présidents, trésoriers, il y en a qui deviennent simples administrateurs. Donc, c'est vraiment variable. Tu vois, je pense à Béné à Lille. Elle est trésorière de Lille, elle est trésorière du réseau. Bon, elle doit y passer pas mal de temps, mais c'est parce qu'elle en a l'envie et la dispo. À Strasbourg, Kilian, il est administrateur aujourd'hui. J'ai envie de dire simple administrateur. Bon, bah, ils ont il vient filer un coup de main de temps en temps. Il est moins dispo. C'est assez variable. Ok, ça va, merci. Philippe, ouais, et Lionel aussi, tu as une question? Ou pas? Ouais, j'en ai, mais oui, Ouais. j'en ai. Alors, vas-y Lionel, et après Philippe, on t'écoute. Mais j'avais une question pratique sur l'organisation. Ça représente combien de temps la préparation des repas en moyenne par participant, par convive? Je ne sais pas exactement comment on doit dire. Ouais. Et est-ce qu'il y a des jours ou des repas, parce qu'un repas chaud, ça prend quand même plusieurs heures, enfin le plat de résistance à préparer, et du coup, si ça repose que sur des bénévoles qui viennent une demi-heure avant le repas, enfin pour les actifs, par exemple, concrètement, ça marche comment? Je n'ai jamais été, en fait, hein, donc voilà, c'est très candide. Ouais. Et ouais, non, mais c'est une bonne question. Et puis, on ne peut pas te reprocher en ce moment de ne pas être en petite cantine. Ça prend, dans une petite cantine, ça prend 2 heures, en gros, 2 heures, 2 heures et demie, pour faire un repas, entrée, plat, dessert, pour 30 convives, 25 à 30 convives. Donc, en gros, à 9h30, il y a les 6-8 habitants convives qui viennent préparer à manger, qui se retrouvent avec la maîtresse de maison. On fait le point sur le menu du jour, quelles sont les envies de chacun. On se fait le petit tour de météo intérieur comme on aime bien. Et après, chacun se répartit. Ok, moi, je suis sur la salade en entrée, l'autre est sur le crumble, et le dernier fait le banana bread. Pof, chacun se répartit. Et du coup, on en a pour, en gros, 2 heures, 2 heures et demie. Et après, les convives qui viennent juste manger arrivent pour midi, midi et demi. Donc, pour l'instant, on a surtout... finalement, il y a plus souvent des soucis de trop de personnes qui ont envie de venir cuisiner. Et là, en fait, on ne peut pas être trop nombreux juste pour ne pas se marcher dessus dans la petite cantine, que pas assez. Si une fois, il y a un peu moins de monde, et ben, ça veut dire que la maîtresse de maison, plutôt que d'être dans une logique où elle va plus aider les gens à faire, elle va mettre un peu plus la main à la pâte. Et là-dessus, ça fonctionne bien. Et ensuite, on a les gens les convives peuvent tout à fait juste venir manger. Et notamment le midi, on sait qu'on a pas mal d'actifs. Et là, ça dépend des petites cantines. Il y a des petites cantines où ils font même 2 services. Donc, on peut venir juste manger 50 minutes si en fait, voilà, on a juste 50 minutes le midi. Ou on peut rester 1h30 parce qu'on a le temps. On aide aussi à faire la vaisselle en repartant. Et puis, on papote encore après. On va s'adapter à plusieurs dispos et envie de lien entre les gens. Super. Voilà. En termes de densité minimale, ouais, j'ai vu cette question. C'est difficile d'avoir un chiffre précis. En gros, aujourd'hui, on sait qu'une petite cantine, ça fonctionne pour des villes qui sont de plus de 20 000 habitants. Donc, c'est pas une notion de densité, c'est une notion de population. Mais bon, ça donne un bassin de vie, quoi, à peu près. Et voilà. Après, comme je le disais, on va aller chercher dans cette territoire-là, quels sont les quartiers où il y a une mixité d'usage et dans les 10 minutes à pied autour, quelle est à peu près la densité, combien il y a de personnes à peu près. On va aller regarder ça. Est-ce qu'il y a Hélène? Ouais. Alors, j'ai une question. À partir de quand commence votre accompagnement, en fait? Une fois que vous avez validé le projet pour les petites cantines, c'est ça? Comment ça se passe? Un habitant a envie d'y aller, il participe à une session, ça mijote, il soumet une fiche projet au réseau, on prend le temps donc de l'instruire à plusieurs, on échange beaucoup, et c'est à ce moment-là qu'on va donner le go ou pas d'une équipe de porteurs. On va regarder à la fois est-ce que l'équipe de porteurs partage l'ADN de la petite cantine. Est-ce qu'on est aligné sur ce qu'on a envie de faire? Sinon, c'est pas grave, ce sera une cantine participative, mais ce ne sera pas une petite cantine. Est-ce que le territoire est-ce que le territoire est propice à l'installation d'une petite cantine? Et est-ce qu'on sent l'équipe suffisamment entrepreneuriale, polyvalente? Et c'est à ce moment-là qu'on se dit go, on y va. Et donc, première étape, l'équipe de porteurs crée une asso. Et ensuite, on est parti pour l'accompagnement individuel et collectif, comme je l'ai
présenter, et ça jusqu'à 6 mois après l'ouverture d'une petite cantine. Et par exemple, là, moi, je me sens un peu toute seule dans l'idée. Comment est-ce que je fais pour essayer de, même si j'ai commencé plutôt des amis à leur en parler. Très bonne question. Quel est un peu le prochain petit pas? Alors, tu peux être mis en relation avec d'autres participants à sa mijote, d'autres mijoteurs, d'autres personnes qui sont passées par là. Donc, sur le site des petites cantines, tu as du coup maintenant la carte des mijoteurs. Nous, on peut s'y regarder qui en région parisienne, par chez toi, est passé par sa mijote et potentiellement comme toi en train de chercher d'autres porteurs de projets. Donc, on peut vous mettre en relation. Et ensuite, c'est d'en parler autour de toi. Donc, ça peut être voilà, d'organiser un apéro peut-être virtuel, d'en parler en allant se promener, d'en parler. Et tu peux, sur les réseaux, au sein de ta famille, ton boulot, tes assos, c'est très simple. Tu peux dire, j'ai envie de monter une cantine participative, une cantine de quartier, sur le modèle des petites cantines. C'est pas encore une petite cantine tant qu'on n'est pas dans l'accompagnement, mais rien que de dire cantine participative de quartier, ça parle bien. Et est-ce que c'est pertinent d'aller avant d'être lancé dans le projet, par exemple, si on a des connaissances parmi les élus de la mairie, ou il faut, parce que du coup, c'est quand même un peu... Ouais, c'est quand même le bon moment. Alors, tu peux commencer à en parler, surtout si c'est des connaissances. Tu peux commencer à en parler. J'ai un projet de monter une cantine de quartier, une cantine participative. Est-ce que la mairie serait prête à soutenir? Tu peux tout à fait y aller. Après, sur des personnes des acteurs que tu ne connais pas, encore pas, là, on a plutôt une recommandation d'y aller avec un projet déjà un peu solide. Et du coup, que ce soit une petite cantine ou que ce soit autre chose, d'avoir bien préparé ton pitch, ton projet, parce que c'est souvent les premières questions que vous posez la mairie, c'est quoi ce qui est normal, c'est quoi votre modèle éco, etc. Donc, si vous rentrez dans les petites cantines, on va vous partager des budgets prévisionnels, des éléments aussi de retour sur l'impact des petites cantines qui vont rassurer des acteurs comme la mairie. Et d'ailleurs, on vous encourage à aller chercher des lettres de soutien de la mairie, parce qu'auprès d'autres acteurs, c'est toujours utile. Et d'y aller trop tôt, c'est un peu au risque de passer pour peu sérieux auprès des tiers. Merci. Bénédicte, je mets ma mauvaise casquette de gardien du temps. Je suis désolée pour te dire qu'il reste un peu moins de 10 minutes. Oui, merci Andrea. J'allais justement me dire, bon, on peut peut-être essayer de se faire un petit tour digestif. C'est normal qu'il y ait... Merci beaucoup Andrea. C'est très Je t'en prie. C'est normal que vous ayez encore des questions. Et tant mieux, c'est que ça mûrit. Souvent, après les sessions de ça mijote, souvent les gens disent « Ah, je repars encore avec des questions ». Mais c'est positif, c'est que ça mûrit, que vos projets mûrissent. Hélène, elle a bien commencé à entrevoir la question du prochain petit pas. Après notre session là, ensemble 2 heures, à défaut d'être en petite cantine, d'être tous ensemble pendant 2 heures, vous pouvez... venir en petite cantine, c'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui, les petites cantines sont fermées au sens où elles n'ont pas d'activité de restauration classique. En revanche, toutes ont des activités quand même de cuisine participative avec des plats emportés sous des formes un peu différentes. Mais donc, vous pouvez aujourd'hui, si vous êtes dans le coin, aller en petite cantine. Vous pouvez parler de votre envie de monter une petite cantine avec d'autres participants à sa mijote, des habitants, des copains, des collègues. Et puis, vous pouvez participer aussi, là, c'était un peu un aperçu, un concentré en 2 heures, mais vous pouvez participer à une session complète de sa mijote. On va aller plus en détail encore sur c'est quoi le projet de société derrière les petites cantines, c'est quoi notre modèle économique, c'est quoi les freins que vous avez peut-être dans votre tête que vous pouvez apercevoir sur le montage de projet. Et on a toujours aussi une maîtresse de maison qui témoigne sur son quotidien. Donc, ce que je vous propose pour nous quitter, c'est un petit tour digestif, comme on dit, on aime bien partir comme ça. Chacun en un mot, dire un peu avec quoi vous repartez, dans quel état d'esprit vous êtes. Nous, ça nous est hyper utile pour savoir aussi de quoi vous avez besoin dans cette phase de réflexion sur un potentiel montage ou pas. Ça nous permet aussi de nous améliorer. Alors, je vois à côté de moi Sandrine. Est-ce que je peux te demander, Sandrine, de démarrer ? Bon, alors, il y a un petit peu de bruit derrière, mais j'espère qu'il ne va pas trop passer. Je repars avec l'envie d'aller plus loin.
de m'inscrire à la session Samijotte. Je ne sais pas si c'est la prochaine ou celle d'après. Et voilà, juste de cheminer un petit peu plus loin. Et puis je me dis, on verra bien. Enfin, je me fais pas trop... C'est pas un objet un objectif coûte que coûte, mais je trouve qu'il y a une ouverture qui est intéressante. Ok, super, merci. À côté de moi, je vois Hélène d'Antony. Alors moi, j'ai envie de cheminer toujours. J'ai plein de freins qui arrivent. Pour l'instant, j'étais dans une phase d'idée un peu idéale. Je suis dans un projet de reconversion après un travail avec une coach, etc. Donc j'ai plein de questions. Je crois que je suis encore plus en turbulence, mais c'est pas négatif. Après, il faut reposer. Donc je pense que je vais m'inscrire à Samijotte et en parler pour essayer de trouver une équipe, quoi. C'est ça. Super, merci beaucoup. Dania, à côté de moi. Oui, merci beaucoup pour ce moment. Je repars aussi avec l'envie de m'inscrire à Samijotte et aussi plein de questions, mais déjà pas mal de réponses. Donc voilà, c'était chouette. Merci. Super, merci à toi. Sarah, du côté de Rennes. Merci beaucoup. C'était très enrichissant. J'ai noté quasiment toutes les... Enfin, il y a eu beaucoup de réponses à mes questions, donc merci beaucoup. Super. Philippe, Wavre? Je remets le micro. On se rapproche. Il y a eu vraiment pas mal de réponses très concrètes. Et puis voilà, peut-être déjà engager quelques pas, c'est déjà fait. Hein. Donc, il faut les capitaliser, ces pas. Merci. Merci à toi. Si, on fait chemin petit à petit. Super, on chemine. Axel, dis-nous. Oui, Bénédicte, déjà merci parce que moi j'ai beaucoup appris. Tu nous as donné vraiment pas mal d'infos. J'ai l'impression d'avoir vraiment fait, en tout cas d'avoir pu débroussailler la chose. Donc c'était chouette. Et puis aussi ça me donne du baume au cœur parce que je pense qu'il y a un peu un modèle équivalent en Australie de resto comme ça qui fonctionne sur la contribution volontaire et en fait la remarque c'était mais en France ça va jamais marcher culturellement chez nous ça ne marchera pas et finalement vous prouvez le contraire parce que maintenant ça s'est développé un peu partout sur le territoire donc je trouve ça chouette vraiment. Oui, merci Axel. Oui, c'est vrai qu'il y a un projet, on a Bertrand qui donc un des salariés qui est allé en Australie qui nous a ramené un petit flyer d'une cantine en effet à prix libre et qui est très participative aussi, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est assez drôle de voir qu'il y a un truc comme ça qui existe à l'autre bout du monde. Juliette, en direct de la Somme, dis-nous. Oui, merci beaucoup Bénédicte et tous les participantes, c'était génial, très concret. Et là, ça me donne envie de participer à la session Samijotte pour en savoir plus et participer à cette belle initiative. Super, merci à toi. Lionel, dis-nous. Oui, moi aussi, merci beaucoup. C'était très instructif. Une grande qualité d'échange, une présentation vraiment intéressante. Moi, ça me donne aussi envie de continuer. Moi aussi, certains ont dit qu'ils étaient en reconversion. Moi, j'ai dirigé des associations et je viens de décider de partir en rupture conventionnelle parce que j'en ai vraiment assez de l'institutionnalisation de beaucoup de dispositifs. Et je suis animateur socioculturel à la base et donc j'ai vraiment envie de remonter et de repartir dans ce secteur, enfin dans cette type d'activité et donc de mobiliser autour de moi. Donc voilà, mais l'idée de la restauration, autour de manger et faire ensemble, voilà, ça me renvoie à des formations bien lointaines d'animateurs BAFA ou CMEA sur l'agir, sur plein de choses comme ça. Donc je pense que vous êtes en train de réinventer un peu l'éducation populaire et je trouve ça vraiment exceptionnel. Et voilà, c'est un super projet. Donc moi, je disais tout à l'heure qu'il y avait des éclaircies et voilà, on est vraiment en train de s'ensoleiller parce que je crois que c'est vraiment magique. Et je crois que ça renvoie aussi à un projet vraiment de société. Enfin, ça va au-delà
ça va au-delà du quartier, de manger ensemble, c'est vraiment retisser des choses. Donc bravo, et je regardais en même temps votre site internet et les fondations qui vous soutiennent. Enfin, il n'y a pas de hasard, quoi. Donc moi, j'aimerais aussi m'impliquer participer à sa mijote. Par contre, je pense qu'en distanciel, ça ne doit pas être super. Donc, j'espère qu'on pourra rapidement le faire ensemble, parce que je suppose que ça se passe dans une cantine, dans une petite cantine, et que du coup, on vit en même temps qu'on se pose des questions. Je pense qu'on profite de l'expérience. Donc, moi, j'espère pouvoir attendre jusque-là. Voilà. Et après, j'ai encore plein de questions que je n'ai pas posées, mais sur l'articulation avec l'insertion par l'activité économique, parce que moi, je réfléchis à un modèle, malgré tout, qui reste dans un champ professionnel que je connais bien et qui est un peu diversifié. Et donc, est-ce que aussi une coopérative, est-ce que des porteurs de projets, par exemple, qui s'impliquent dans une coopérative d'activité d'emploi sur un contrat CAP, ce qui va être mon cas prochainement, peut fonctionner, peut permettre d'initier ce type de projet? Est-ce qu'un groupe économique solidaire peut être partenaire d'un projet ou être même initiateur d'un projet de ce type-là? Voilà, quelques questions un peu plus techniques que j'ai mis de côté parce que je trouve que l'échange était trop riche pour rentrer trop dans la technique. Il y avait une question aussi sur la fiscalité auquel personne n'a répondu. Il serait peut-être intéressant d'éclairer. Est-ce que les petites cantines sont exonérées comme une association classique ou pas? Est-ce qu'il y a de la TVA? Ouais, je peux répondre en partie. Un porteur de projet en CAE, on ne l'a pas encore eu, c'est une super question à creuser. Pour ma part, je vois pas. Je connais grossièrement le principe, mais à creuser. Enfin, c'est super, je ne l'avais pas encore en tête. Est-ce qu'un acteur, l'économie sociale et solidaire au sens large, peut être partenaire? Tu parles des acteurs de l'insertion notamment, ça oui, bien sûr. En revanche, ce qui est important pour nous, c'est bien de dire qu'il est partenaire et que le porteur, les porteurs vont être 2-3 habitants, justement pour être toujours dans un objectif de portage, voilà, vraiment d'ancrage dans le quartier et d'un truc qui n'est pas institutionnalisé. On a eu déjà des expériences. En fait, ça fonctionne moins bien quand c'est un acteur déjà institutionnel qui le monte. Ouais. Mais partenaire, ça oui. Et les petites cantines sont exonérées de fiscalisation, oui. Enfin, on n'est pas fiscalisé sur la TVA. Je suis pas sûre de moi, mais on n'est pas fiscalisé en tout cas. Enfin, je peux me renseigner auprès d'Isabelle, notre responsable administrative, pour pas te dire de bêtises. C'est un point à travailler dans le projet, c'est tout. Oui, c'est surtout pas moi qui le cher. D'accord. Merci. Nastasia à Bruxelles. Donc, merci. Je repars avec quoi? Avec beaucoup de réponses sur le fonctionnement pratique. Aussi, pas mal de questions à creuser, notamment sur un business model qui serait... Oui, bon, on n'a pas beaucoup encore parlé, donc je pense que c'est un peu plus à creuser comment il fonctionne, le business model en détail, et comment, voilà, on pourrait alors l'ajuster à notre cas éventuel, si on se décide, si on s'aligne de faire ça. Donc maintenant, voilà, creuser plus. Je crois que vous auriez pas mal de participants à la prochaine séance Samijote. Moi, je partage le sentiment que c'est bien triste qu'on ne peut pas se voir en présentiel parce que je pense que l'échange serait beaucoup plus riche. Mais bon, on fait avec. Je crois que c'est maintenant qu'il faut agir. On a besoin de penser déjà pour l'ère après Covid. Et donc, je pense que c'est important de penser le futur et continuer à penser, c'est pas de laisser freiner par notre situation maintenant. Donc, voilà. Donc, je me sens prête à passer au prochain step, quoi. Merci beaucoup. Et ouais, je partage, c'est vrai, pour Lénal. Et oui, je suis d'accord, c'est vachement plus sympa quand c'est en présentiel, parce qu'en effet, du coup, on a un jour où on se pose, on repartage la philosophie, le modèle éco, un peu le contenu des petites cantines. Et puis la journée d'après, on est en petite cantine. Enfin, donc on cuisine, on papote en même temps. C'est vraiment en se disant, mince, en fait, on n'a pas envie de tout mettre en pause. On s'est dit, on va faire en visio en attendant de pouvoir refaire comme on aime bien. Et puis, ça permet à des personnes plus éloignées aussi de venir plus facilement.
Et là, en revanche, on est très sensible à ce que ce soit toujours très interactif et qu'on soit toujours dans des modes d'échange qu'on pourrait presque avoir en petite cantine. Enfin, le deuxième jour, vous êtes accueillis par une maîtresse de maison, presque comme si vous étiez en petite cantine. Donc, on essaye de garder en tout cas ces relations de qualité. Et derrière le projet de société, c'est ça, c'est de contribuer à une société qui est basée sur la confiance. Donc, on porte vraiment attention à ça. Et j'ai envie de dire, vous pouvez aussi imaginer d'être en session ça mijote en visio et de venir en petite cantine pendant les ateliers de cuisine participative qui sont organisés en ce moment. Il y en a moins du coup qu'en temps normal. Mais pour toi, Lionel, à Lyon, les 3 petites cantines du coup lyonnaises sont ouvertes du coup 3 jours par semaine. On s'est demandé si c'est la même chose pour Lille, puisque c'est à côté de Bruxelles. Oui, bah, tout à fait. Lille, eux, ils sont ouverts dans mes souvenirs. C'est le jeudi qu'ils font un atelier de cuisine participative. Donc, tu peux tout à fait prendre contact avec Lille. Ouais, carrément. Daphné à Bruxelles. Oui, moi, c'est exactement la même chose que Nastasia. Donc, merci beaucoup. C'était très clair, très utile, super interactif et tout ça. Moi, je repars quand même avec une petite peur que j'ai partagée par rapport au fait d'être salarié et de pouvoir quand même un peu gagner sa vie. Donc, voilà, ça, je crois que ce sera important. Mais donc, ça rejoint l'idée du business model aussi dont Nastasia parlait. Mais je pense qu'on va tous les 3 s'inscrire d'office à la session ça mijote de février, donc on pourra peut-être plus voir là comment c'est faisable et qu'est-ce qui est compatible avec nos besoins à nous aussi. Donc voilà, et alors je me demandais juste, mais je peux t'écrire un mail par la suite, mais si jamais il y a déjà des porteurs de projets potentiels à Bruxelles. J'ai pas compris quand Diane a parlé tout à l'heure si elle disait qu'il y en avait déjà ou qu'ils en cherchaient. Donc, parce que ce serait intéressant pour nous d'être en lien avec eux si c'est le cas. Oui. Il y a quelques personnes, quelques habitants qui sont motivés pour monter une petite cantine. Il n'y a pas encore de porteurs de projets accompagnés par les petites cantines. Du coup, oui, ça, on peut vous mettre en relation avec d'autres habitants du coup à Bruxelles qui ont envie d'y aller. Et sachant que du coup il y a ce partenariat, cette belle relation qui est en train de se lier avec les petits riens, qui du coup peut accompagner sur vraiment la structuration de la chose. Voilà, si vous confirmez votre intérêt, on en reparle pour voir avec les petits riens ce qu'on peut faire aussi sur la phase de montage. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Tout retour, Coraline à Paris. Merci, du coup c'est la même chose que tout le monde, hein. Sauf que du coup là j'en ai profité, je me suis inscrite pour février, donc j'espère que ça tombe un petit peu bien, même si c'est voilà. Et puis j'irai contacter Paris par la suite. Voilà, merci. Ouais, tout à fait, ça c'est une très bonne idée. Là ils rentrent ils ont le local, c'est dans le 13e. Ils vont rentrer dans la phase ils commencent à arpenter le quartier pour bien mobiliser tout le monde. Ils sont dans la phase de suivi de chantier. Donc en plus, c'est une période hyper sympa où c'est vraiment dans du concret. On n'est plus dans l'amont. Enfin, ça peut être tip top de rejoindre en ce moment. Sarah à Rennes, c'est bon, tu nous l'as partagé. Aurélie en Bourgogne. Est-ce que tu es encore là? On t'entend pas? Non, tu peux partager sur le chat si jamais tu as un souci. C'est bon? Oui, non, je suis encore là, mais j'arrivais plus à réactiver mon micro. Du coup, très très contente du coup de ces échanges. Ça m'a un peu reboosté par rapport à un projet vraiment physique et de vraie cuisine, parce que moi j'étais partie sur des choses vraiment locales à emporter aussi par rapport au Covid, et je me dis qu'on peut quand même encore réfléchir à des projets sans penser toujours Covid, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça m'a un peu reboosté ce moment d'échange, parce qu'effectivement, on peut tous espérer que les circonstances actuelles ne vont pas durer éternellement et qu'on peut encore se projeter dans des choses où on est en groupe en train de faire la cuisine et de manger sur une table commune. Merci beaucoup. Ouais, tout à fait. Priscilla, est-ce que tu es encore avec nous? Est-ce que tu nous entends? Oui, excusez-moi, je suis encore là. J'ai du mal à mettre en route. Moi, je me pose encore plus de questions. Donc, parce qu'en fait, vu que je suis dans une petite ville de moins de 10 000 habitants, donc du coup, c'est pour ça que j'avais plus visé Quimper. Et c'est vrai que dans le Finistère, il n'y a pas de projet comme celui-ci. Enfin, il ne me semble pas avoir vu de mijoteur dans ce coin-là. Ce qui m'embête un petit peu, et peut-être voir pour me rapprocher d'une association, à voir.
c'est pareil comme Lionel, j'aimerais bien rattacher ça à l'insertion pro, mais moi, plein de questions. Donc, je me demande si je ne vais pas venir à une des sessions de Samijots. Ouais, voilà. Super. Ben, merci beaucoup, Priscilla. C'est un très bon réflexe quand il y a plus de questions. J'ai oublié personne? Je vais en profiter pour conclure le petit tour de table. Encore merci beaucoup, Bénédicte. C'était très riche et ce sera très utile pour tout le monde, j'en suis